à tous. Parfait, il fallait que ça. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Bordeaux. Arrêtez. C'est fou, c'est comme si on avait répété avant, c'est dingue. Je trouve ça dingue. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour la 5e et la dernière de ce tour de l'histoire 2026. Merci beaucoup ici à Bordeaux, à l'Université Bordeaux-Montaigne, d'être présent. On est ravis d'être là donc, pour cette dernière. Voilà, c'était une séquence sur les révolutions. On a commencé à Strasbourg, on a fait Nantes, Lille, Paris et ce soir, Bordeaux. Ce soir, Bordeaux, on vous a réservé évidemment le sujet le plus sexy, la Révolution allemande de 1919. L'idée de ce cycle, ouais, il y a des supporters ici, il y a des fans. Donc ce sujet, évidemment, vient clôturer ce cycle puisqu'on avait imaginé 5 conférences sur 5 révolutions, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que ce sont les 250 ans de la Révolution américaine cette année. Et donc du coup, on trouvait intéressant d'étudier différentes révolutions dans différentes périodes, dans différents contextes. Et donc, on va évoquer ce soir une révolution qui est sûrement très peu connue et pourtant qui a beaucoup de choses intéressantes à nous livrer, puisqu'effectivement, on va parler de cette révolution allemande qui s'est déroulée au lendemain de la Première Guerre mondiale, même au crépuscule même de la Première Guerre mondiale, on peut dire ça comme ça. Donc, on va passer un très bon moment tous ensemble. Je le rappelle, si vous posez des questions dans la salle, vous pouvez le faire puisque vous aurez le QR code qui va s'afficher en quelques instants. Et dans le chat, bien sûr, on vous salue, on espère que vous allez bien. Et vous pourrez vous aussi, évidemment, poser vos questions. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la Révolution allemande, mais ce n'est pas moi qui vais le faire ce soir. C'est quelqu'un qui est un intervenant particulier, bien sûr, puisque nous avons déjà fait des vidéos ensemble, nous avons déjà fait des lives ensemble. Il a un petit peu son rond de serviette sur la chaîne de Rivenzi. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, pour clôturer cette semaine des révolutions en beauté, nous avons nous avons décidé de terminer ici à Bordeaux-Montaigne. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour celui qui est le GOAT ici à Bordeaux-Montaigne. Nicolas Patin, s'il vous plaît. Il est avec nous, bien sûr. Est-ce encore une conférence en histoire ou un combat de catch, Nico? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Pas à la même ligue. Pas à la même ligue. En tout cas, on est ravis de t'avoir, Nicolas. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est super. Voilà. Merci. Il y en a qui doivent rendre leur mémoire lundi. Voilà, ils sont venus pour ça, on le sait. Voilà. Merci beaucoup, Nico. Évidemment, je te propose de t'asseoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, que ce soit sur le live ou peut-être dans la salle, Nicolas, je le rappelle, tu es historien spécialiste de l'histoire de l'Allemagne, notamment de la République de Weimar, mais aussi de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, spécialiste du nazisme, évidemment. Voilà, tu as écrit de nombreux ouvrages, notamment Le Monde nazi aux côtés de Christian Ingrao, de Johann Chapoutot, et tu as été aussi cuisamment battu par Alexandre Zumpf, spécialiste de la Révolution russe au baby-foot en 2014. Donc voilà, je vais en parler. Bien sûr. Donc voilà, comme dirait l'autre, la teinte pâle et la noire, l'horizon grisonnant, comme disait Vald. Je vous demande, s'il vous plaît, de refaire un maximum de bruit pour Nico Patin. Ça va être super. En plus, il fait pas froid, c'est bien. C'est vraiment nickel. Tu as fait tomber le blazer et tu as bien fait. Évidemment, ce qu'on adore faire, alors oui, je disais que tu avais l'habitude de venir sur la chaîne, mais malgré tout, il y a des gens qui nous découvrent ce soir, qui te découvrent ce soir. Donc, ce qu'on adore faire, évidemment, en question de préambule de nos entretiens, c'est de savoir comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à l'histoire de l'Allemagne, et plus particulièrement à ce XXe siècle en Allemagne, dont on sait il s'est passé quand même énormément de choses. C'est le cas de le dire. Alors, avant ça, je pense qu'on va se faire un petit applaudissement 5 pour Rivenzi, quand même. On va le faire.
J'entends ce que tu dis. Le mec a pas mis la lumière sur Sevran, quoi. Il a mis la lumière sur les amphis les plus dégradés non, je déconne, de France. Oh, celui-là est très bien. Et on peut dire UBM, tu disais, peut-être ils ne me connaissent pas, moi je les connais. Chacun d'entre vous, je sais quelle note je vous ai mis en L1 pour ceux qui sont les miens, etc. On a tellement écrasé la concurrence. Ça fait une semaine que je troll les camarades nantais, strasbourgeois en disant on va vous avoir, on a le plus bel amphi, le plus rempli, donc merci pour ça. Voilà, bon, je tiens à dire que Alexandre Zoom, si vous n'avez pas eu le temps de regarder les derniers streams de cette semaine du Tour de l'Histoire, ils sont maintenant sur YouTube. Alexandre Zoom m'a battu effectivement en juillet 2014 au baby-foot. Depuis, voilà. Et je rappelle que Virginie Adan, sur la révolution américaine de mardi, tout simplement, on était en prépa ensemble il y a 25 ans. Voilà, j'ai regardé la photo de classe, j'ai fait OK, bon voilà. Et alors, pour te répondre, j'ai envie de dire, si je te raconte ma vie, tu vas dire dinguerie, tu vas dire quel enfer. Voilà, personne. C'est pour ceux qui ont suivi la ref. Et en fait, l'Allemagne, j'ai re-regardé mes bulletins scolaires de première tout à l'heure avec un magnifique 5,5 de moyenne en première. Wouhou. Tout est possible, messieurs, dames. Tout est possible. Yes, we can. Et avec vraiment une détestation de cette langue et de ce pays, mais vraiment massive. Un 12 au bac sous perfusion de traduction de toutes les paroles de Rammstein pendant plus d'1 an. Et derrière, l'oubli et le désespoir. Sauf que en 2003, vous n'étiez pas né. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que la régie, vous pouvez couper le son de la musique, s'il vous plaît? Merci beaucoup, parce qu'on me dit sur le chat que le son est très fort. Et remonter le son de nos micros sur le live également. Merci beaucoup. Salut les viewers. Salut les viewers. Les followers. Je suis un homme de technologie. Et bon, pour aller vite, 2003, j'arrive en Allemagne pour faire mon Master 1. Je découvre Berlin, qui, on va le voir, n'est pas l'Allemagne. Je comprends qu'il y a une vie possible pour les gens comme moi qui ne cadrent pas dans aucun type de cadre. Et je découvre une ville politisée, avec des gens qui vivent dans des squats, etc. Et là, je tombe amoureux de Berlin et je décide d'aller habiter là-bas, de faire ma thèse de doctorat. Alors, choisir un sujet incroyablement sexy, intéressant, que des millions de personnes ont lu, à savoir une prosopographie des députés de la République de Weimar. Calmez-vous. Oh. Non. Ça vous a tout esmoustillé. Hein. Ne partez pas. Et en vrai, je vais le dire, doctorat pourquoi j'ai choisi le sujet de thèse pour aller habiter à Berlin. C'est dans ce sens-là que ça s'est fait. Et puis ensuite, histoire d'amour avec la ville pendant 3-4 ans. Puis aujourd'hui, vous le voyez, c'est juste pour rigoler, mais voilà, des livres de 900 pages, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est ceux que j'ai regardés vite fait pour bosser pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà, l'allemand, je l'ai découvert, aimé. Surtout d'ailleurs, je m'arrête là, j'en parlerai pas plus, mais à travers l'amour du rap allemand, vous avez écouté dans l'arrivée le groupe Deichkind, ça vous a fait une belle jambe. Parce que quand on dit rap allemand, c'est voilà, tout de suite, ça fait quand même un peu mal aux gens. Donc, je garde mon sujet de niche pour moi et on peut enchaîner. Bien sûr, les gens dans le chat étaient en mode une prosopographie. C'est quoi prosopographie pour les gens qui nous rejoignent? Il y a des antiquisants, j'en ai vu 2. Il y a des antiquisants, ils se sont plantés. Ah, il y en a une, ouais, aussi, ça marche. Non, t'es médiéviste. La prosopographie, c'est l'étude de biographie en série. Donc, vous étudiez des groupes avec tout le monde, qui est particulièrement fait en histoire ancienne à travers les carrières équestres et sénatoriales. Donc en gros, vous faites des bases de données, et oui Cassandre, vous faites des bases de données de gens et vous regardez comment ils évoluent. Et moi j'ai fait ça sur les députés de la République de Weimar. Fin de la blague, voilà, on va parler d'autre chose. Le bonheur, bien sûr. Donc, une histoire longue avec l'Allemagne, donc tu as écrit des livres, tu connais beaucoup la Première Guerre mondiale, Weimar, cet imaginaire politique aussi de ce moment qui est très important dans l'histoire, dans le XXe siècle et dans l'histoire européenne. Et donc on a décidé à un moment un peu particulier dans le cadre des révolutions, on a décidé de parler de la révolution de 1919 en Allemagne. Je te propose déjà qu'on pose un petit peu le contexte. Avant 1919, évidemment, il y a cette fin de la guerre 1914-1918, la Première Guerre mondiale. C'est quoi le contexte en Allemagne à ce moment-là, à la fin de la guerre? Je précise pour le chat et les gens distanciels qu'il fait actuellement 42 degrés. Hein. Ça va expliquer la suite du live. Bien sûr. Alors, en réfléchissant à la conférence, je me suis dit révolution allemande. Déjà, c'est un peu comme, pardon pour ce que je vais dire, armée italienne. C'est-à-dire un truc qu'on n'a pas trop tendance à mettre ensemble. Hein.
Pour nous, l'Allemagne, c'est quand même un truc. Alors, en langue des signes, ça se dit comme ça, casque à pointe. Et j'en profite pour dire qu'ici, je fais une toute petite incise. On a quelqu'un qui est en train de rendre accessible la conférence pour les personnes sourdes en utilisant. Voilà. Et on la remercie beaucoup. En utilisant ce qu'on appelle la langue française parlée complétée, qui est un code et qui est enseigné à Suresnes, à l'Institut national INSEI, et qui permet de rendre accessible tout ça pour les sourds oralisants, dont Inès qui est là. Salut Inès. Alors, j'en reviens à mon sujet. Révolution allemande, ça ne vous parle pas. Et en fait, ce matin, en venant à la fac, je me suis dit, mais en fait, peut-être ils vont croire que c'est 1848. Parce que 1848, c'est le printemps des peuples, c'est une révolution européenne, on connaît. Peut-être vous avez écouté le live sur la Révolution française. Peut-être certains sont venus en se disant, Révolution de 1989. Les types, 9 novembre, ils débarquent, ils font tomber le mur qui avait été créé, construit le 13 août 1961. Enfin voilà. Ben, c'est la révolution de 1918. Tu dis 19, mais c'est 18-19. Et en fait, cette révolution, on ne va pas faire un test, on peut le faire. Je pense que vous ne la connaissez pas du tout, sauf mes militants sûrs trotskistes de Bordeaux-Montaigne qui connaissent tous les prénoms des mecs, etc. Mais la réalité, qui ne connaissait pas du tout la révolution allemande de 1918-1919? Je vais être plus direct. Qui connaît Friedrich Ebert? Voilà, merci. Merci. Mes militants sûrs, ils sont là. Ils sont 5 dans la salle, levez la main. Ils sont 2. Et comme les antiquisants. Bon, bref, ça c'était bon. Donc, si vous voulez, je vais être très rapide. Une révolution, on l'a pas dit depuis le début du live, qu'est-ce que c'est une révolution? Révolution, ça vient du latin revolvere. Ça veut dire, comme la Terre autour du Soleil, ça veut dire revenir au même endroit. À l'époque médiévale et au début de l'époque moderne, révolution, ça ne veut pas du tout dire ce que vous pensez que c'est. Ce n'est pas un changement, c'est revenir au même endroit. C'est à partir de la glorieuse révolution anglaise de 1688 que là, ça prend le sens qu'on connaît nous, un changement violent politique. Enfin, violent. En tout cas, une révolte qui a les moyens de faire changer un monde politique, un gouvernement, un État, etc. La révolution allemande, c'est quoi? L'Empire allemand, Kaiserreich, qui est en place depuis 1871, rentre dans la Première Guerre mondiale, se prend les pieds dans le tapis, et du fait de la difficulté de cette Première Guerre mondiale, c'est ça aussi qui va déclencher la révolution russe de 1917, change de régime via une vraie révolution. Alors, encore une fois, l'Allemagne, voilà, c'est pas, on n'a pas tendance à dire Allemagne égale révolution, mais là, je vais vous en parler. C'est une vraie révolution populaire, les armes à la main, où ils foutent dehors le Kaiser, Guillaume II, et ils mettent en place la première république allemande, qui est déclarée, alors officiellement la Constitution, le 11 août 1919. Est-ce que c'est tous mes codes de bancaire? Je ne vais pas le dire, mais oui, bon, j'ai rien dit. Donc vous voyez, en fait, c'est une séquence assez rapide, et cette révolution, et je termine là-dessus, vous l'avez peut-être vu cette semaine, ou vous le verrez en regardant sur YouTube, toutes les révolutions, elles ont un peu... c'est pas un truc maîtrisable, une révolution. Donc elles commencent, elles s'emballent, et souvent ça finit mal. Et nous, on est habitués, les historiens, il y a 1789, il y a 1793, donc il y aurait la bonne révolution politique, citoyenne, et la vilaine révolution sociale, Robespierre et compagnie. C'est pareil pour la France et l'Europe en 48, février 48, juin 48. L'Allemagne, alors on va pouvoir en discuter, on aura 15 minutes de questions. L'Allemagne, c'est la seule révolution qui a su s'arrêter, en fait. Vous avez le 9 novembre 1918, c'est la fin de l'Empire. Il y a des répressions, il y a plein de violences, on va en parler. Mais en réalité, cette révolution-là, c'est peut-être la seule qui donne lieu à un nouveau régime avec une assemblée constituante, c'est-à-dire des gens qui décident de se mettre d'accord sur le nouveau régime. Et ça, c'est mis en place le 19 janvier 1919. Donc c'est une révolution que les Allemands n'aiment pas. Ils ont eu du mal à se rabibocher avec elle. Ils ont du mal à se rabibocher avec leur passé en général. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Mais là, je vous ai mis ça. Bon, c'est parce que ma bibliothèque, elle est à la fac. Hein. Là, c'est tout ce qui est sorti juste en 2018 pour le centenaire. En fait, ça y est, ils se sont réconciliés. Alors, désolé, effectivement. Est-ce qu'il y a des livres en français sur le sujet? Il n'y en a qu'un. Jean Numa Ducange. Celui-là, il est top. Mais tout le reste, vous voyez, en fait, ils se sont réconciliés avec ça pour redécouvrir l'idée qu'en fait, ouais, ils étaient BG, ils avaient fait le job. Il n'y avait pas que les Français qui étaient des sbellards, ce qui veut dire des gens qui font des révolutions, qui étaient des grosses belards, et que les Allemands, eux, étaient aussi capables de faire ça. Et donc, je ne sais plus, c'est le titre de celui-là, c'est « Le vrai début de notre démocratie ». Donc, il y a une sorte de fierté retrouvée au moment du centenaire. Voilà. Très bien. Donc, on a pu un petit peu comme ça dresser un petit peu rapidement le portrait robot de cette révolution, de ce qui va s'y passer. 1918.
qu'est-ce qui se passe en Allemagne. On sait qu'on est au bout de 4 ans de guerre, les soldats sont épuisés. Il y a aussi il y a un blocus aussi sur l'Allemagne. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'à la fois dans les tranchées, mais aussi à l'arrière, la population souffre énormément. Et c'est vrai qu'on a sûrement tendance en France à oublier cette période qui a été très difficile pour l'Allemagne. Alors, quelqu'un qui a pesé dans le game, comme on dit, celui qu'on n'appelait pas à l'époque l'aigle royal, mais c'est Lénine. Et Lénine, en 1915, alors c'est apocryphe. Apocryphe, ça veut dire que ce n'est pas une citation qu'on réussit à sourcer vraiment. Lénine, punchline, la phrase à retenir, il le dit, la guerre est le meilleur cadeau du tsar à la révolution. Il sait ce qui va se passer. Il sait que quand vous envoyez, particulièrement pour la Russie, 170 millions d'habitants, dont 98% de paysans qui savent pas, enfin d'ailleurs pas qui savent pas lire, parce que 63% des paysans russes savaient lire, mais quand vous les envoyez les armes à la main, ça va mal se passer. Quand il faut tenir 4 ans dans les tranchées. Pour l'Allemagne, c'est vrai aussi. C'est un pays extrêmement moderne, économiquement très avancé, industriel, mais aucun pays à l'époque n'est capable de tenir 4 ans de guerre. Et c'est valable pour l'Allemagne qui envoie 13 millions de soldats. Alors je suis désolé pour l'amphi, pour mesdames, et là, tous vous y seriez. Alors, sauf quelques-uns, je ne veux pas vous embêter sur votre âge, mais tous les gens de 18 à 44 ans sont envoyés au front. 13 millions de personnes. Quand ça ne marche pas, quand en fait vous avez des taux de perte de 15% sur le front, ben, vous pouvez avoir le meilleur pays du monde, que ça tienne, que ce soit super. En fait, ça commence à se déliter. Ça se délite partout en Europe en 1917, révolution russe. Ça se délite en France, les grandes révoltes du chemin des dames, etc. Et ça se délite en Allemagne. Et on ne peut pas comprendre la révolution allemande sans comprendre que c'est d'abord une grève contre la guerre. Et en fait, à mesure qu'ils vont perdre, je ne vous fais pas le détail, si vous voulez du détail, je peux en faire. Ils font une dernière grande offensive au printemps 18, ça ne marche pas. Il y a le Schwarze Tag, le jour noir de l'armée allemande, le 8 août 1918, ils perdent 40 000 personnes en une journée. Et là, c'est terminé. Ils savent qu'ils ont perdu la guerre. Et en fait, dans ce processus-là, de août à novembre, ben, ça glisse, quoi. C'est le changement de régime. Je peux revenir sur des détails. L'empereur à qui on dit « t'es gentil, il va falloir que tu partes », il ne veut pas partir. Et un truc qui est spécifique à l'Allemagne, peut-être plus qu'avec la Russie. Vous l'avez peut-être vu lundi avec la Russie. La Russie, on a un gouvernement provisoire, Kerensky. Mais les partis sont faibles. Même les bolcheviks, ils sont faibles. Lénine, il débarque en avril de Suisse. Le gars, il dit la paix et la terre. Les gens, ils le regardent à Saint-Pétersbourg, Pétrograd. Ils disent waouh, grosse fumette, hein, gros pilon. Ouais. Gros pilon, Lénine, là, bien ce machin. En Allemagne, vous avez des partis. Vous avez le plus grand parti ouvrier d'Europe. Je termine là-dessus. En fait, tout le monde à l'époque pensait que la révolution arriverait en Allemagne, pas en Russie. C'est le pays de Marx, Karl Marx. C'est le pays de Engels. Et c'est le pays où le Parti social-démocrate d'Allemagne, le SPD, compte 1 million de membres. Donc les gens, ils ne pensaient pas que ça arriverait en Russie, ils pensaient que ça arriverait en Allemagne. Avec la guerre, ça finit par arriver. Ouais, c'est vrai qu'1 million de membres, il faut imaginer la force, on va dire, de mobilisation dans ce genre de parti, quoi. C'est pas ELV, quoi. Et c'est surtout pas la dernière primaire des Républicains où les mecs, ils ont fait... Non, je vais dire des bêtises, je m'arrête là. Allez, on va arrêter le dérapage maintenant. Je te coupe, parce que du coup, à l'écran, vous affichez à la fois le QR code si vous voulez poser des questions également, mais aussi un visuel de Kate Kollwitz que qu'on avait sélectionné avec toi, justement pour mettre en avant à la fois cette tragédie évidemment que vivent tous les pays, tous les peuples d'Europe à ce moment-là, notamment donc l'Allemagne, avec ici les parents qui pleurent. Kate Kollwitz, c'est une des plus grandes artistes allemandes de l'époque, déjà reconnue à l'époque, sculptrice, graveuse, banger, incroyable. Cette année-là, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Meuf incroyable, elle perd son premier fils en guerre en 1914. Donc voilà, et là, c'est une gravure sur bois qui s'appelle Les parents. Et au-delà de ça, cette gravure-là, c'est la première femme à rentrer à l'Académie d'art, etc. Il y a un musée Kate Kollwitz à Berlin. En fait, ce qu'elle nous dit, Kate Kollwitz, c'est le fait que, et ça c'est un fait historique qu'on ne connaît pas en France, aussi parce qu'on a gagné sur eux, les Français et les Allemands font un blocus maritime, ce qui est le cas actuellement à Hormuz, si ça vous parle. Ils font un blocus maritime sur l'Allemagne et l'Autriche. Et en fait, un blocus, ça fait quoi? Ça fait qu'en 1916-1917, les Allemands n'ont plus rien à manger. Donc ils font ce qu'on appelle, ils dansent la polonaise. Alors pourquoi? Parce qu'on dit ça en allemand. Parce que dans la polonaise, c'est un truc qui c'est un peu à la queue leu-leu, quoi. Et en fait, c'est une manière de dire on fait la queue pour aller manger dans les magasins pendant des heures et des heures. 733 000 morts, femmes et enfants. Alors le problème, c'est ce chiffre-là, on le trouve partout, il n'est pas vrai. Je l'ai dynamité parce qu'en fait, c'est un chiffre qui a été mis en 1918, qui est un chiffre de propagande au moment des négociations des traités pour dire on a beaucoup souffert. Donc il n'est pas vrai parce qu'ils l'ont grossi, mais on a entre 400 000 et 500 000 personnes civiles qui meurent. Donc si vous voulez, quand on dit Allemagne 1918, il ne faut pas imaginer l'Allemagne de Weimar ou l'Allemagne de l'Empire avec des casques à pointe, des gens qui défilent. On est dans une Allemagne qui littéralement crève de faim.
C'est ce qu'on appelle l'hiver des rutabagas, où en fait les gens sont obligés de creuser la terre pour manger ce qu'on mange dans ma région. C'est dire quand même des betteraves pourries. Oh, non. Si tu opères. Oh. C'est comme, j'arrête là, Ouais. voilà, j'arrête la limitation. Vous avez compris d'où je viens. Tu opères, toi-même tu sais. Bon, bref, voilà, c'est fini. Mais je vous donne un dernier exemple. Hindenburg. Ça fait marrer 2 personnes. 2 antiquisants, 2 personnes qui rigolent, on est bon. Sur le ratio, on est top. Je vous donne juste un exemple. Le plus grand général de la guerre, il s'appelle Paul von Hindenburg. C'est un général prussien. On en reparlera après parce qu'il va devenir président de la République. On lui fait un Hindenburg de bois, une espèce de statue de 12 mètres, je crois, à Berlin, dans lesquels les gens vont mettre des clous pour en fait donner de l'argent à l'effort de guerre. Il y a tellement plus de fric et de rien en 1917 qu'il le coupe en morceaux pour faire du feu dans les cheminées. Donc voilà, c'est ça l'Allemagne de l'époque, ce qui permet de comprendre qu'il y a une poudrière sociale qui n'est pas la même qu'en Russie, parce qu'en Russie, il y a beaucoup plus de paysans, c'est un pays plus agricole, mais on a cette énergie de désespoir qui est très très forte. On va parler du déclenchement des événements et de qu'est-ce qui va se passer, de comment est-ce que finalement il y a une étincelle qui va. Tu nous as un peu expliqué qu'on avait vraiment une situation de tension et comment tout ça va s'enflammer. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu pour les gens peut-être qui raccrochent les wagons, c'est quoi? Tu nous as parlé de Guillaume II, d'un empereur. Comment est-ce que ça s'articule le pouvoir politique à ce moment-là? Est-ce que Guillaume II est seul, omnipotent à la tête de l'Allemagne? Yes, n'hésitez pas, il y a le QR code à dire on comprend rien, mort au Bosch, enfin des trucs comme ça quoi. Mais c'est ce que dit ma grand-mère, elle va avoir 107 ans dans 3 semaines. C'est Je ça. pense qu'elle Vous va êtes encore jeune, vous êtes une nouvelle génération, on va essayer d'avancer. Elle va encore sortir des dingueries pour son anniv, ça va être incroyable. Le système politique, alors je reviens toujours à la Russie parce qu'en fait c'est ce pays-là qu'il faut comprendre aussi comme un peu le contre-modèle de l'Europe de l'époque. C'est une autocratie, vous avez la dynastie des Romanov, il y a le Knut, hein, le fouet avec lequel on fouette les paysans. C'est un pays très. Le servage a été aboli il n'y a pas longtemps. C'est un pays très autoritaire. L'Allemagne, c'est pas ça, économiquement, mais politiquement, c'est un empire qui a des aspects politiques très avancés. Suffrage masculin, des députés, un certain nombre de régulations, un état de droit, la première assurance chômage au monde. Mais c'est un régime qui, malgré tout, politiquement et dans sa culture politique, reste extrêmement autoritaire. C'est-à-dire qu'en gros, alors là, vous avez Guillaume II, hein, le 2e empereur de l'Empire allemand. J'y reviendrai, voilà, j'ai de la peine pour les Allemands de l'époque parce que c'était quand même un énorme boulet. Hein, et ils se le sont traînés pendant des années et vraiment, ils en avaient honte parce qu'ils faisaient que des bourdes. Je pense à l'affaire du Daily Telegraph de 1908 où le mec va parler à sa grand-mère, Victoria. À l'époque, toutes les têtes couronnées d'Europe, c'est des fils et des filles de Victoria. Et le mec largue tous les secrets de guerre dans la presse anglaise. Il revient au pays, on est là. Tu peux arrêter de faire ça là, avec ta vieille moustache et tout. Donc voilà. Guillaume II. Mais arrête Guillaume. Ça, vous allez voir quand il va abdiquer, voilà. Guillaume II comme on l'aime. Et lui, c'est quoi? C'est la dynastie des Hohenzollern. Il est roi de Prusse. Il est empereur allemand. C'est pas la rigolade. Hein. C'est pas des trucs où on négocie. Ils se succèdent les uns les autres dans la famille. C'est l'aristocratie. À l'époque, 30% de l'armée est aristocrate. Et ce pouvoir-là, il déteste les socialistes. Pour lui, c'est des rouges, des chiens rouges, des ennemis intérieurs. Il déteste les catholiques aussi, parce que comme il est prussien et protestant, il n'aime pas les catholiques du Sud. Donc voilà, on est dans un régime qui est en même temps avancé économiquement. Certains éléments de la culture politique sont modernes, mais un régime très autoritaire. Et quand ce régime-là rentre en guerre, comme tous les autres régimes, la République française va réussir à un peu s'adapter, et encore. Et l'Empire allemand, il n'est pas capable de changer le logiciel. Il ne peut pas s'adapter à des gens qui revendiquent un pouvoir et qui ne veulent pas se sacrifier pour le Reich. Donc voilà un peu où on en est. Très bien. Donc maintenant, vous avez un petit peu le contexte. On a fait vraiment le côté un peu. Voilà, vous avez un petit peu l'idée de qu'est-ce qui se passe en Allemagne à ce moment-là. C'est pas Jojo. Donc comment est-ce qu'il va y avoir ce basculement? Évidemment, en novembre 1918, il va y avoir aussi l'armistice qui va se signer entre la France et l'Allemagne. Souvent, on attribue le début de cette révolte, l'étincelle dans cette poudrière, c'est une mutinerie de marins à Kiel. Est-ce que c'est le cas? Alors, il y a plein de manières Les historiens, on est un peu obsédés par les origines, de chercher un début. Et là, on a 1h15, je ne peux pas tout raconter. Il y a en gros 2 narratifs, 2 récits. La manière dont les partis de gauche vont organiser la révolution et surtout la capter, ça date d'il y a plus longtemps. En fait, ça remonte au début de la guerre. Le 4 août 1914, les socialistes français, la SFIO, Jean Jaurès, Jean fucking Jaurès, quoi. L'équivalent allemand, qui est mort un an avant, August fucking Bebel. Voilà. Les mecs, depuis le début de la Seconde Internationale, ils disent on est pacifiste, on ne s'attaquera pas. En 4 heures, c'est réglé. Ils disent on se déclare la guerre. Sauf que dans le SPD de l'époque, je vous passe, ils sont 92, il y en a 14 qui refusent de déclarer la guerre à leurs frères prolétaires.
Ces 14-là, c'est le début d'un pouvoir un peu, on va dire, révolutionnaire, mais qui, en fait, ils le veulent, mais ils n'ont pas les moyens. Donc ça, c'est l'explication politique. Maintenant, si on regarde les événements, une révolution, c'est toujours incontrôlable. Ça ne se décide pas. Ce n'est pas des gens qui peuvent... Là, il faut arrêter les mythos de dire qu'ils le voulaient. Hein. C'est un peu comme pour Zumpf, les anarchistes, les spartakistes, ils étaient prêts à le faire, ils voulaient le faire. Est-ce qu'ils en avaient les moyens? Pardon, quoi. Hein. Karl Liebknecht, le plus grand révolutionnaire allemand, l'équivalent de Lénine, si vous voulez, il fait une manif, il y en a qui ne sont pas d'accord, ils ont raison. Le 1er mai 1916, il fait une manifestation sur une des plus grandes places de Berlin, Potsdamer Platz, pour dire on ne veut pas la guerre. Bataillon punitif. Tu vas voir au front si tu n'es pas d'accord, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, on en revient à l'étincelle sociale. Comment elle commence cette révolution? Je vais assez vite. Il y a un début de révolution par en haut en octobre, parce que les élites ont compris qu'elles avaient perdu le pouvoir et la guerre. Donc en fait, ils commencent à essayer de parlementariser le régime. Alors là, pour mes vrais révolutionnaires chauds, méga sûrs et tout, on passe un petit peu par la Révolution française. On est quand? On est au Jeu de Paume. On est en juin 1789. Ils se disent, non, on garde l'empereur. Surtout pas de bolcheviks. Attention, on voit ce que ça a fait en Russie. On veut pas de ça, même les gens de gauche. Hein. Et donc, ils veulent faire une monarchie constitutionnelle. Une monarchie avec un papier qui dit que le roi a le droit de faire ça et les autres ont le droit de faire ça. Ça dure un mois. Le mois d'octobre, ils essayent de faire ça. Le flop. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je reviens à ce que tu me disais, et on a ça ici. Le 3 novembre, c'est là que c'est rigolo l'histoire. Vous essayez de faire des trucs, et puis ça ne fait pas ce que vous voulez. Le 3 novembre, la marine. Alors déjà, l'armée allemande, ce n'est pas des rigolos. Alors la marine allemande, comment vous dire que les relations hiérarchiques, c'est pas, pardon pour cette blague, c'est pas les yachts qui s'arrêtent à Bordeaux pour nous amener la gastroentérite. Hein. C'est pardon pour ça, mais ils sont partis, c'est bon. C'est-à-dire que les relations hiérarchiques sont extrêmement dures. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a un amiral, alors que tout le monde sait que la guerre est perdue, alors que le président américain il a dit on signe la paix si vous virez le Kaiser, alors que voilà, tout le monde sait que c'est fini. L'amiral il dit la navale ne partira pas sans une guerre pour l'honneur. Et là, les marins, dont les marins... C'est-à-dire, pour l'honneur de qui? J'ai pas bien compris. Pour l'honneur de l'armée allemande. Et c'est pas un vain mot, mon ami. Attention. Et là, en fait, les marins allemands, vous êtes peut-être déjà allés à Saint-Nazaire. Je parle pour les gens qui connaissent et tout. Vous savez très bien que les chantiers navaux, c'est là où il y a tous les gros militants d'extrême gauche avec des grosses moustaches qui construisent des bateaux. Bah, Kiel, les gars, ils disent on va pas se faire tuer pour toi. Vraiment, ils disent ça. Mutinerie militaire d'abord. C'est réglé en fait, c'est réglé en 3-4 heures. Il y a sur un bateau qui s'appelle le Thuringen. 7 marins se mutinent en disant on n'y va pas. Ils sont abattus par les officiers parce qu'on se mutine pas dans l'armée allemande. Enfin non, ils sont mis en prison d'abord. Il y en a 16 qui sont mis en prison. Les autres commencent à manifester en disant vous allez libérer nos camarades. 2 jours plus tard, Kiel, c'est terminé. Ça, alors c'était l'image qu'on avait, qui est un peu plus tardive, donc c'est moins organisé que ce qu'on a vu. Mais Kiel se mutine intégralement. Et là, en fait, cette contagion, je vais vite, elle est extrêmement rapide. Le lendemain, Hambourg, gros port, etc., naval, militaire, se mutinent. Ils prennent les armes. Les soldats déposent les armes, parce qu'en plus, toutes ces villes-là, vous avez les soldats qui reviennent du front, qui eux-mêmes se mutinent. Les ouvriers les rejoignent et se construisent très rapidement ce qu'on appelle, désolé, en russe, ça s'appelle des soviets, des Räte, des conseils d'ouvriers et de soldats. Alors, désolé pour toi, pour ce que je vais dire, c'est exactement comme si vous, là, vous êtes 400. Vous en avez marre du stream, vous en avez surtout gavé marre de Nicolas Patin et de ses cours. Vous décidez de, je sais pas, de nous enfermer dans la petite... S'il vous plaît, on se calme, messieurs, dames, s'il vous plaît. Vous décidez rien, ok? Sinon... On va le faire pour l'honneur de mon stream, d'accord? Donc on va partir à la guerre, ok? On va y aller. On y va. C'est surtout, moi, je vois tous mes étudiants de master là. Projet de recherche, hein, 31 mai, les gars. Tu sais, j'essaie de les tenir à l'autorité et tout, machin, bon, bref. Et en fait, très rapidement, ça leur échappe. La contagion est très rapide dans l'Allemagne du Nord-Ouest. Ça descend vers les régions catholiques, Cologne, Stuttgart, etc. Ça remonte à Berlin le 7. Munich s'est plié le 7. Je vous expliquerai peut-être pourquoi. C'est un peu bizarre, on se dit Munich, parce qu'il y a des mecs assez câblés en termes de militantisme qui sont là. Et Berlin, ça pète le 8, c'est réglé le 9. Donc voilà, en fait, on est face. Voilà, conseil d'ouvriers de soldats, c'est des gens qui, du jour au lendemain, disent « Je ne reconnais plus votre autorité ». La plupart du temps, vous savez ce que ça donne. Hein, ça donne la personne qui sonne à votre porte en vous disant « Oui, mais vous devez quand même payer vos impôts ». Et c'est eux qui ont des armes. Bah, là, ils n'ont plus les armes. C'est tout. Donc c'est réglé, hein. Les soldats, ils ont des armes. Il n'y a plus ce que Max Weber appelle le monopole de la violence légitime. C'est terminé. C'est les gens dans la rue qui ont les armes et le pouvoir. Et donc ça va chauffer, donc il va y avoir l'embrasement évidemment, on va revenir sur Berlin, on va revenir sur Munich bien sûr. Ça va être juste après, parce que nous avons une petite rubrique. Et cette rubrique, c'est celle que j'attends depuis le début de la semaine. C'est maintenant. Moi pas, parce que je sais pas ce que c'est. Et en fait, j'ai pas beaucoup dormi. Ouais. Si, tu sais ce que c'est. Nous allons faire un qui est-ce.
Tu sais très bien ce que c'est. Nous allons faire un qui est-ce. Vous le savez, il nous a expliqué, il connaît par leur prénom Oui, c'est vrai. les 1674 députés de la République de Weimar, qui arrivera juste après donc, la Révolution de 1919. Ce que je te propose, Nico, c'est que je t'ai préparé un petit trombinoscope. Il va falloir qu'en 60 secondes, J'ai pas envie. tu me donnes... Le trombinoscope est abominable, qu'on soit bien d'accord. Vous allez voir, le look à l'époque, c'est un délire. Surtout chez les hommes, mais c'est un délire. Donc ne jugez pas. La barbe, tout ça, la moustache. 60 secondes, des photos de députés et députés de la République de Weimar. Vous n'en connaissez peut-être pas un, enfin c'est même sûr. Non, non, je confirme. Vous n'en connaissez aucun. Il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que tu nous prouves voilà, que tu les connais, ces députés de la République de Weimar. Est-ce qu'on est prêt en régie? Je suis pas parfait. Ma thèse, je l'ai soutenue en 2010. Vous n'étiez pas né. Il commence déjà à se dédouaner, mais tu vas être super. Ok, on est prêt. On est parti. Le qui est spécial République de Weimar. Gustav Stresemann. Vous l'avez demandé. C'est parti. C'est bon. Gustav Stresemann, c'est bon. Stresemann. Beau gosse. DDP. DVP. Friedrich Ebert. Président Bonne de la République. réponse. Clara Zetkin. Bonne réponse. Ernst Thälmann. Bonne réponse. Oh non. Hans Frank. Bonne non, réponse. non, non. Je ne sais pas. Ok, on passe. Victor Brett. Bonne réponse. Suivant. Oh, c'est pas Treviranus, c'est. Non, j'ai pas. Passe. Je sais pas. C'est qui? Otto Buschwitz. On passe. Ah, Prochain. Otto Burwitz, pardon. Ouais. Von Papen. Bonne réponse. Super. Je ne sais pas. Mère-Elisabeth Luders. Prochaine. Pardon. Wow, wow, wow. Je ne sais pas, mais magnifique. Bernard Incroyable. Falk, bien sûr. Bernard Falk, bien sûr. Bien sûr. Le Blessé de prochain. guerre. Je ne sais pas. Attendez, je reprends mes notes parce que ça passe. Le prochain. Non, ça c'est parce qu'il se ressemble pas à lui-même. C'est Herzberger. C'est une bonne réponse. Ok. On est au numéro combien, s'il vous plaît, dans les illustrations? Ça c'est qui? J'ai pas. 15. Ok, très bien. C'est Théodore Heuss. Ah oui. Celui-là. Non, non. Ouais. Le prochain. Waouh. Incroyable. Top. Bresson. Très Bresson. Je ne sais pas. On était au 17e nom. Et tu en as eu, il me semble, si je dis pas de bêtises, tu en as eu 9 ou 10. Ce qui est pas mal du tout, ce qui est très honorable. Le trombi est abominable. On peut montrer les autres noms, je vous assure que c'est vraiment tellement dur. Je pense à Victor Brett. Je pense en fait, je suis la seule personne au monde qui le connaît. C'est le mec qui dirigeait un parti qui s'appelle le numéro Parti de 7. l'économie, parti de défense des classes moyennes. Ils ont fait 1% au Reichstag sur une législature en 1928. Vous pouvez nous mettre Victor Brett en régie, s'il vous plaît, c'est le 7e. Et il a pris une balle à travers la tête. C'est atroce, j'ai lu ses mémoires, mais j'ai lu sa biographie qui fait 700 pages. Et il a pris une balle à travers la nuque dans la mâchoire en 14. Et du coup, il était très respecté au Reichstag parce que c'était un ancien combattant. Je peux vous faire ça sur tous ceux que j'ai reconnus, ça va être très long. Et On peut l'applaudir quand même, s'il vous plaît, parce que, à mon avis, c'est un exercice très compliqué, parce qu'ils se ressemblent un peu tous. Bravo, Nico. on peut le faire soit sur la Troisième République, René Coty, soit sur le gouvernement actuel. Là, on va gaulerie, là. on va bien se marrer, mais c'est bien des gens en France. Il y a peut-être que toi qui les connais. Donc voilà, au moins on a pu faire ce super kiage. J'en suis ravi. On a enfin pu le faire. On parlait de cette révolution. On disait qu'elle commençait à se répandre, et notamment à Berlin. C'est un moment qui est assez important. Il y a des noms qui vont commencer à rentrer en jeu. Quand même, je pense qu'il y a le nom le plus connu de ces révolutions, Rosa Luxembourg, qu'on va un petit peu aborder. À Berlin, donc comme tu le disais, les armes à la main, puisque désormais, c'est les gens de la rue qui tiennent la rue parce qu'ils ont les armes. À Berlin. En fait, dans ces révolutions-là, je pense à Alexandre Lundy qui disait, d'habitude en Russie, entre février et octobre, entre la révolution bourgeoise et la révolution bolchevique, on dit qu'il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir du soviet, l'émanation de la révolution par en bas, et il y a le pouvoir du gouvernement provisoire, les vieilles élites. Et il disait il y a trois pouvoirs, la rue, le soviet et le gouvernement provisoire de Kerensky. Quand il y a une révolution comme ça, où les types arrivent sous la porte de Brandebourg avec des armes à feu, des mitrailleuses, etc. En réalité, mais je suis pas révolutionnologue, je suis pas là pour vous donner des recettes de révolution, quoi qu'à bord de mon... Non, voilà. Le dérapage, on en et là, vous étiez à Paris 8 hier, excuse-moi. Hein, bon, c'est voilà. vrai que pour le coup. Et petit blague niche d'université, la manière dont tous ces livres-là ont été écrits, là je fais un point un peu technique mais qui est important, la plupart des livres que vous pouvez lire aujourd'hui sur la Révolution allemande en français, c'est des livres qui ont été écrits pendant la guerre froide, où vous avez en gros des historiens du bloc un peu capitaliste ou de l'Ouest qui vous disent
c'est une révolution qui est très bien parce qu'elle s'est arrêtée et qu'elle n'a pas été bolchevique, et plutôt des historiens un petit peu comme ça ou quoi, qui eux vous disent, plutôt côté communiste, c'est une révolution ratée parce qu'on n'a pas fait le job, etc. Donc c'est très difficile de sortir de ces visions-là. Alors maintenant, aujourd'hui, on est 35 ans plus tard, aujourd'hui on sait très bien que dans ces jours-là, et c'est rigolo à raconter, en fait, personne ne gère rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent gérer. Et heureusement qu'il y a un peu, j'en sais rien, si vous êtes anarchiste, voilà, vous pouvez considérer que c'est pas bien qu'il y ait des gens qui veulent gérer. Est-ce que c'est ce que je pense? Je le dirais pas. Mais il y a des gens qui veulent gérer. Et la question, c'est qui y arrive. Le Kaiser, il veut pas lâcher l'affaire. Il considère qu'il a le pouvoir. Il faut imaginer que ces gens-là sont élevés dans l'idée qu'ils vont régner, etc. Et donc, quand tout le monde lui dit il faut que tu abdiques, il faut que tu abdiques, il veut pas. Et donc, en fait, très rapidement, dans les jours dont on a parlé, qui sont très resserrés, hein, début novembre jusqu'au 9 novembre, toute la question de la révolution, avant même de penser pour certains aux droits sociaux, à la journée de 8 heures, à des meilleurs salaires, c'est il faut que Guillaume II s'en aille. Il s'arc-boute. Je vous passe les détails. Hein. Là, c'est des trucs qui se comptent en minutes, voire en heures. Hein. Tous les jours, en minutes et en heures. Des messages qui partent. Il a fui à Spa, en Belgique. Les gens vont le voir. Le gouvernement provisoire va le voir. Son cousin, Max de Bade, qui est le nouveau chancelier, va le voir en disant « Mec, il faut arrêter. Il faut que t'arrêtes. Il faut partir. » Et tout. Enfin, il dit pas ça comme ça. Ils sont nobles et ils sont allemands, donc ils disent pas ça. Et en fait, il y a ce quiproquo incroyable le début du 9 novembre, quand la révolution arrive à Berlin. Max de Bade, le nouveau chancelier, c'est un mec de sa famille, hein, l'empereur, il l'abdique sans son consentement. Il fait un communiqué de presse à 11h30 du mat en disant « Les Hohenzollern, la dynastie qui gère la Prusse depuis 1000 ans, c'est terminado ». Donc voilà, donc là vous imaginez les gens partout. Donc c'est pas Guillaume II qui abdique, c'est son cousin. Il se fait abdiquer, ce qui est un truc un peu voilà, quoi. Il se fait abdiquer, il apprend ça, génial, drama queen infernal, Guillaume II. Il apprend le truc, il écrit à sa femme en disant, je cite, ce chouft de Max von Bade, cette grosse racaille de mon cousin, cette racaille de Max von Bade m'a abdiqué dans mon dos, et après 10 lignes de ouin-ouin. Ma chérie, c'est pas juste. Nous, les Hohenzollern, on était sympas. C'était bien l'Empire et tout. Déjà dans la nostalgie. Le mec, il est infernal. Et ensuite, il fuit en Hollande. Donc, il écrit une lettre à la reine, si je ne m'abuse, à la monarchie des Pays-Bas pour dire s'il te plaît, je suis en chien, là. Je suis à la frontière, je suis à Maastricht. Pardon. Enfin bon, bref, là, c'est un peu romancé de ma part et tout. Et en fait, ça, il faut comprendre que pour le camp anti-révolutionnaire, pour les gens qui haïssent la révolution, quand votre porte-drapeau, quand celui pour qui vous vous défendez, il se barre en loose day, ça va être compliqué. Et en fait, moi, ce que j'adore, désolé, chacun ces trucs, hein, les visages que vous avez lus, moi, j'ai lu les mémoires de tous les gens politiques, y compris des gens d'extrême droite, y compris des monarchistes et tout. Le seum, 500 pages en allemand. Et là, je voyais mon Allemagne qui partait à volo. Le drapeau. Non, alors moi, j'adore les larmes de conservateurs nationaux allemands et tout. Donc en disant, le drapeau rouge flottait sur Berlin, ma ville et tout. Donc moi, je suis là, ouais, super, hold my beer, c'est cool. Et donc voilà, donc il est déposé. Et là, en fait, ça joue en heures. En heures, pourquoi à Berlin? Parce qu'il n'y a pas 3 pouvoirs. En fait, il y a 5, 6, 7 pouvoirs. Alors, je ne vais pas tous les décrire. Okay. Le SPD, le Parti social-démocrate d'Allemagne, 1 million de militants, parti marxiste, il a les cadres, il sait quoi faire. Ce n'est pas les bolcheviks. Hein. Les bolcheviks, ils sont 3000, ils sont paumés dans la pampa, ils y arrivent quand même. Non, eux, ils ont 1 million de membres. Et ils ont 2 millions de membres dans les syndicats. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on veut une révolution, mais on veut un truc, on dit en allemand Ruhe und Ordnung, le calme et l'ordre. C'est pas. C'est la révolution, alors, mais tranquille, ok. En fait, non. En fait, Rivenzi m'avait pas dit ce que j'allais devoir faire, donc moi je m'étais dit putain, il va me demander de transférer tous les hommes politiques de la révolution en hommes politiques actuels. J'ai vraiment pas beaucoup dormi, parce que Friedrich Ebert, je veux pas l'insulter parce que c'est des gars dans le moment où il y avait la révolution. Mais ils ont, je sais pas comment on le dit, je vais pas le dire, ils ont pas sauvé l'Allemagne, c'est pas ça, mais ils ont su quoi faire. Moi, j'aurais pas su. Hein. Eux, ils ont su. Mais effectivement, Ebert, c'est pas un mec de gauche du parti. Alors, c'est pas Manuel Valls, ça c'est Gustav Noske, d'accord. Pour ceux qui ont la rêve, c'est très méchant ce que je viens de dire. Mais Ebert, c'est, je sais pas, je vais rien dire. Ebert, c'est Ebert, et Ebert, il veut canaliser la révolution. En face, vous avez plein d'autres révolutionnaires. L'USPD, le Parti social-démocrate indépendant, des gars que vous connaissez pas, Hugo Haase, etc. Et vous avez, vous avez les spartakistes, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, les vrais de vrais, l'extrême gauche, qui eux, ils veulent pas d'une république. Ils veulent une république soviétique. Ils veulent pas du gouvernement provisoire. Ils veulent que ça vienne d'en bas. Bah, tout se joue, et je termine là-dessus, tout se joue en 3 heures à Berlin. Mais ce qui est rigolo, c'est quand on connaît bien la ville, en fait, Ebert,
le président du SPD, qui va être nommé chancelier, qui est déjà un peu chancelier, c'est lui qui gère la boutique, c'est le Kerensky allemand. Il est au restaurant avec Philippe Scheidemann, qui va devenir son Premier ministre. Et là, ils apprennent l'abdication du Kaiser. Ils font wow, chaud, est-ce qu'on finit la choucroute? Ouais, est-ce qu'on y va? Bon, voilà, j'arrête cette blague. Et en fait, il y a les foules avec des armes qui arrivent à l'Assemblée, au Reichstag, qui sont là. On fait quoi? On vous tire dessus? Voilà, il y a la moitié de Berlin qui est en grève générale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de production. Les ouvriers ont déclaré la grève générale. Scheidemann, il va à la fenêtre du Reichstag. Je pense qu'on a une petite photo qui traîne. Et il dit, je déclare officiellement la République allemande. Et Berthe, il le chope par le callback, il fait, tu fais quoi, gros? C'était pas le plan. Parce que Hébert, il veut pas du tout, il veut une monarchie constitutionnelle, il veut pas une république. Il fait wow, wow, wow. Et donc le gars, et ce qui est génial, il est 14h, 200 mètres plus loin, si vous êtes déjà allé à Berlin, depuis ce qu'on appelle Berliner Schloss, le grand château de Versailles, si on veut, allemand, où il y a toujours le Kaiser qui parle, Karl Liebknecht, pour damer le pion aux autres, mais il a 2 heures de retard, il est 16h, il déclare la République des Soviets allemandes. Donc vous voyez, en fait, donc une république où il n'y a pas d'élite, il y a juste le peuple qui décide en assemblée générale, ce qu'on connaît bien dans certaines universités de France, mais dont je ne citerai pas le nom. Bon, et vous voyez, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces moments-là, il y a énormément de flou. Et en fait, la réalité, alors quand vous lisez l'historiographie marxiste, de gauche, elle va vous dire, les vilaines élites, ils ont capté la révolution par en bas. Alors, moi, je suis un pragmatique, je suis désolé, je vais décevoir mes révolutionnaires. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout ça s'est réglé le 16-18 décembre de la même année, un mois et demi plus tard. Il y a plein de décisions de fous. Droit de vote pour les femmes, journée de 8 heures, négociation de la place des syndicats et des ouvriers dans la cogestion des entreprises, des trucs qu'on n'a même pas dans certains pays aujourd'hui. Hein, okay, mais en fait, et ça c'est un peu technique, je m'arrête juste 2 secondes, à fin décembre, il y a le congrès des conseils des soldats et des ouvriers. C'est-à-dire que toute la révolution part en bas. Toutes les AG de vous, là, à Bordeaux, à Libourne, à Saint-André-de-Cubzac, et tout machin, équivalent allemand. Partout en France. Équivalent allemand, Fulda, Göttingen, voilà, j'arrête là. Ils ont envoyé des délégués de la Révolution. Des gars, ils ont leur arme et leur envie. Et ce congrès des conseils de soldats, ils votent quoi? Ils votent pour une assemblée constituante et pour une république. Donc, sorry not sorry. Alors après, ça vous donne des bouquins qui font du ouin-ouin révolutionnaire. Moi, je les aime bien, mais qui disent c'est la faute des socialistes. J'allais dire un gros mot, ils nous ont pourri notre AG, ils ont repris le pouvoir. Mais la réalité, c'est que les délégués de la Révolution par en bas, ils votent pour la Révolution par en haut. Voilà. Et c'est réglé le 19 janvier 1919 avec l'élection d'une constituante, une assemblée qui dit quel papier on va se décider à faire. Le problème, c'est que derrière, les spartakistes, ils ont le seum, ils ont raison. Ils fondent le Parti communiste d'Allemagne le 31 décembre à la nuit. Liebknecht et Luxembourg, meilleure meuf du XXe siècle, ever, devant Lady Gaga. Enfin bon, bref, voilà. Elle faisait la même taille. Elle faisait 1m55. On peut faire de grandes choses en faisant 1m55. Voilà, c'est mon message d'espoir. Mais la réalité, c'est que Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, le 5 janvier, ils voient que la révolution est en train de leur échapper, que c'est en train de se calmer. Ils lancent une révolte dans la révolte. Les socialistes au pouvoir, leurs anciens copains, ils leur disent « Tu veux lancer une révolte? On a une solution pour toi, une balle dans la tête. » Et là, effectivement, on rejoint un peu les violences révolutionnaires. Il y a une répression féroce. Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg sont assassinés le 15 janvier 1919 par des militaires d'extrême droite, payés par le régime, payés par des socialistes, payés par Gustav Noske, le fameux Manuel Valls de l'époque. Et cette personne, alors je m'arrête juste 2 secondes, Różalia Luxembourg, la Różalia, bon, c'est une référence très obscure, parce qu'elle est née en Pologne. C'est pour voir si les gens suivent encore. Ouais, non, ils sont perdus, ils connaissent pas Rosalia, bref. Je suis déçu. Je suis déçu. Rosalia, merde. Bon, bref. Très, très grande artiste espagnole. Écoutez en rentrant chez vous. Różalia Luxembourg, ça vous dit un peu. Il y a un point sur le Z. Elle naît en Pologne, à Zamość, en 1871. On ne sait même pas quand. Et elle devient la plus grande révolutionnaire de l'époque. Moi, ce que j'adore chez elle, si vous avez un peu de temps pour lire, Lénine, il était très, très intelligent, quoi qu'on pense de ce qu'il a fait par la suite. Et quand vous lisez ses écrits, il a une compréhension de l'époque qui est incroyable. Elle arrive, elle fait « Attends, je suis trop haut, je vois pas le rappeur ». Enfin, elle le plie tous les matins. Et elle est extrêmement brillante. Elle fait peur. Elle a d'ailleurs une analyse de la révolution russe assez intéressante, alors qu'on veut mesurer, mais ce n'est pas le cas. Et en fait, ils s'emportent avec les Spartakistes vers une révolution dans la révolution. Et le gouvernement provisoire leur répond par les armes. Mais pas que. Hein. Il y a 1000 morts dans la répression de ces émeutes qui suivent dans le mois de février-mars, etc. Et la République ne sera stabilisée qu'au prix de cette violence fratricide. Moi, j'avais une question aussi, en parlant de Von Damme, c'est ça, celui qui a déposé Guillaume II à sa place? Von Damme? Van Damme. Von Damme?
Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit ah oui, c'est Max von Bad. Max von Bad. Il disait ah oui, c'est le Domenech de l'époque. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat. Il allait lire un texte pour les autres. Alors, Oui, il y c'est a vrai. un truc sur lequel je suis très très fort, c'est le sport. C'est le Vraiment, sport. donc je sais pas. Domenech, je vois bien qu'il fait un truc. Je sais pas qui c'est, mais je vois pas la réponse. C'est un astrologue, tu verras, il est super. Donc, oui, c'est un truc intéressant puisque c'est vrai que finalement, il existe une vie politique en Allemagne. C'est ce que tu disais. Il y a un parlement qui existe déjà. Mais c'est vrai que du coup, il y a les SPD aussi qui existent. Mais comment est-ce qu'elle elle vit, elle naît? Comment est-ce qu'on se cultive? Comment est-ce qu'on cultive cette culture révolutionnaire en Allemagne à ce moment-là, avant en fait tout ça? Comment est-ce que Rosa Luxembourg, dans quel terreau politique en fait elle existe? Puisqu'en fait, c'est des terreaux politiques qui ne sont pas représentés du tout au Parlement à ce moment-là. Comment est-ce que ça existe? Comment est-ce qu'on grandit dans cette révolution, avant cette révolution? Alors, si on s'intéresse à une sorte de préparation politique de la révolution, mais c'est pas le cas parce qu'en fait personne ne sait que ça va arriver, mais plus de culture politique. Oui, c'est ça. Alors, encore une fois, très rapidement, à l'époque, parce que c'est le cours de L2, Histoire des gauches, pour mes petits L1 sûrs, vous l'aurez l'année prochaine. Dominique Pinsol, Judith Bonin, RPZ, on est là, on est prêt. C'est des collègues, c'est eux qui font le cours. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est très rapide, et pour ceux qui ne connaissent pas le 19e siècle, en fait, c'est tout simple. Le 19e siècle, c'est le moment où le capitalisme, dans sa forme la plus violente, la plus industrielle, arrive en Europe. Temps moyen de travail d'un ouvrier en Europe en 1900, 72 heures par semaine. 12 heures par jour, un jour chômé qui est le dimanche, sans les temps de trajet. Il n'y a pas de bagnole, vous êtes à pied. Donc, voyez, désolé, c'est l'enfer en fait. Et dans ce 19e-là, il y a une force qui se lève, qui est le marxisme, alors qu'il y a plein de noms. À l'époque, on dit socialisme, on dit communiste, ça veut dire la même chose, je ne rentre pas dans le détail. Il y a les anarchistes, bon, les anarchistes, Léo Ferré, bon, je ne chante pas, sinon ça va être gênant. Oui, quoi que j'ai envie maintenant, mais je m'arrête là. Allez, calme-toi. Et, Il faut canaliser. Calme-toi. Et cette force-là, elle existe dans tous les pays d'Europe. Vous avez la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière en France, Jean Jaurès, Jules Guesde, etc. Vous avez la même chose en Italie, le Parti socialiste italien, Togliatti, si je ne dis pas de bêtises, parce que là tout d'un coup j'ai un doute, le Parti socialiste d'Espagne, etc. Partout. Le POSDR, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, avec 2 ailes dedans, les mencheviks et les bolcheviks. En Russie, vous avez le SPD, et c'est les plus forts. En fait, il y a une punchline à l'époque, ils disent « ils vous accompagnent du berceau à la tombe ». Ça veut dire quoi? Vous naissez dans une famille ouvrière, 6-7 gosses minimum. Hein. D'accord? Il y en a 3 qui meurent. C'est ça à l'époque. Hein. L'Allemagne, à l'époque, passe de 40 millions d'habitants à 67 millions d'habitants en 30 ans. C'est l'indice de fécondité actuel du Nigeria. C'est un pays qui est en explosion totale. Et ces gens-là, pères ouvriers, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils finissent l'école primaire à 14 ans, ils font leur apprentissage, ils rentrent au syndicat à 16 ans, ils rentrent au parti le 1er mai de leurs 18 ans. Et c'est le SPD. Et comme c'est interdit par Bismarck pendant des années, ils se reconvertissent dans des chorales, dans des groupes de sport, de football socialiste, etc., qui sont un peu cachés. Et en fait, c'est ça, ils sont prêts à rentrer en action. Alors, je n'ai pas le temps de développer, ça c'est la masse. Mais ensuite, c'est quoi les idées derrière? Et en fait, on le sait très bien, c'est un peu embêtant de le dire, mais le SPD de l'époque, le pays qui a créé le marxisme, le pays de la révolution, en fait, ça fait très longtemps qu'ils sont un peu modérés. Il y a eu une grande querelle à la fin du 19e qui s'appelle la querelle réformiste. En gros, ils ont abandonné l'idée de révolution. Rosa Luxembourg a dit « pas moi », mais les autres, Bernstein, il a dit « ok ». Et en fait, ce parti-là, c'est devenu, là je vais très vite, c'est faux, mais c'est pour vous faire comprendre, il est devenu un parti de gouvernement. Donc en 14, quand ils arrivent en guerre, ils ont un programme social ultra avancé. La révolution, c'est si ça arrive, et c'est surtout, on va faire des réformes. Sauf que on en revient au tout début, la guerre arrive, ils votent les crédits de guerre, donc ils se trahissent. Et encore une fois, ce n'est pas pour défendre Lénine, mais Lénine qui vomit la Seconde Internationale, c'est l'union de tous ces partis socialistes, il ne leur pardonne pas d'avoir trahi leur engagement antimilitariste. C'est pour ça qu'il fait la 3e Internationale. Et c'est ce contexte-là, et c'est vrai que quand on voit la Révolution, je termine, il y a cette force par en bas, mais la réalité, c'est qu'en Allemagne, ça se passe comme ça, parce qu'en fait, le SPD, ils ont un gars dans chaque usine, le Parti socialiste indépendant aussi, mais donc ils sont en capacité de comprendre ce qui se passe. Et je termine sur un truc dont je n'ai pas parlé, mais qui est très important dans les débats actuels. On a redécouvert, parce que vous voyez, tout ça, c'est histoire de parti politique, mais aujourd'hui, on a redécouvert le pouvoir conseilliste. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des gars, alors on appelle ça révolutionnaire Obleute, ce qui vous fait une belle jambe. Ça veut dire, c'est dur à traduire, Revolutionary Shop Stewards, c'est les délégués révolutionnaires. C'était des syndicalistes qui ne croyaient pas aux syndicats, ne croyaient pas aux partis politiques et qui avaient formé des groupes informels révolutionnaires dans toutes les usines, y compris à Munich dans les usines Krupp. Ces gars-là, dont le plus connu est Richard Müller, que personne ne connaît aujourd'hui,
eux, ils étaient prêts pour la révolution et eux, ils sont allés vers les conseils. Eux, ils sont allés dans les conseils d'ouvriers et de soldats en leur disant voilà comment on s'arme, voilà comment on fait de la logistique, voilà comment on mange sur 3 jours quand on n'a pas d'approvisionnement, voilà comment les femmes prennent place dans vos assemblées, etc. Et donc aujourd'hui, on a redécouvert le fait qu'il n'y a pas juste des partis et des gens. Il y a aussi ces conseils, cette animation concrète et pragmatique des conseils ouvriers. Alors le problème, c'est que quand on en revient au mois de décembre, là où tout se décide au congrès des conseils, les socialistes qui savent faire taire une AG, ils chantent les délégués syndicaux, ils leur mouchent le nez tranquille, ils ont plus de métier. Il y a une question de quelqu'un qui est dans le public, de Poton dans le public, qu'on salue. Question très technique, on va parler d'Italie. Et on va parler, est-ce que la révolution ou des inspirations entre la République allemande et la fondation de l'État de Fiume par le nationaliste Gabriele D'Annunzio. Donc là c'est technique, hein. Bravo à la personne qui a posé la question, qui a eu lieu à la fin de la même année. Comme dirait, attends, je réfléchis à ma punchline. Comme dirait Valentin Ledu. J'en profite pour saluer notre Valentin à nous. Salut Valentin, merci à tous les gars de la technique. Qui s'appelle Merci Valentin. pour tout. Bien sûr, on les applaudit bien sûr. Je précise à Thomas, merci à toute l'équipe. Je précise, ça fait 2 heures. Je leur dis, est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez bu? Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Ça me stresse. Voilà, ils vont tomber dans les vapes. Bon, le vrai Valentin Vald dit le massacre est précis. Bon, incompris comme Eddie Malou, ça c'est une autre affaire pour ceux qui ont les rêves. Donc, Fiume, septembre 19, le massacre est précis. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. La réponse est non. Non, c'est en vrai la question. Fiume, c'est quoi? C'est l'Italie est spoliée de ses victoires. Elle a tourné kazakh. Hein. D'où ma blague sur armée italienne au début. L'Italie était alliée à l'Allemagne et à l'Autriche. Ils ont trahi, ce qu'ils aiment bien faire en général, mais bon voilà. Et ils se sont ralliés à la France et à l'Angleterre, mais ils n'ont pas eu les terres qu'ils voulaient à la fin de la guerre. Ils appellent ça la révolte, la victoire mutilée. Et D'Annunzio, qui est le plus grand héros de la guerre italienne, poète, pilote, avec ses bottes et son couteau, il va attaquer la ville de Fiume, qui s'appelle aujourd'hui Rijeka, qui est en Croatie, pour la libérer. Et en fait, ça n'a rien à voir avec un côté révolutionnaire, on est vraiment de l'autre bord. On est du côté des fascistes, de l'ultranationalisme et tout. Là où, j'ai oublié son nom, a raison, c'est qu'en fait, tous ces modèles-là, il n'y a pas la révolution allemande s'il n'y a pas le modèle de la révolution russe. Il n'y a pas la révolution à Vienne, je ne peux pas en parler, mais je renvoie au livre de Jean-Numa Ducange. Hein. Il y a la révolution à Vienne aussi, il y a la révolution à Budapest, Béla Kun, ça personne connaît. Mais il y a une révolution des conseils soviétiques en Hongrie pendant 133 jours, en 1919. Et évidemment, dans l'Italie, il y a ce qu'on appelle le Biennio Rosso, les 2 années rouges, où en fait, il y a des occupations d'usines massives. Mussolini, il ne s'y trompe pas, il vient de la gauche, il voit ça, il dit « je vais plutôt me mettre au service du capital ». Et c'est pour ça qu'il va réprimer ses anciens copains en se mettant au service des patrons et tout pour détruire ces tentatives révolutionnaires italiennes. La France, je termine là-dessus, est un peu différente. On n'a pas de révolution parce que la République a gagné. On a gagné la guerre. Donc vous voyez que l'énergie radicale, elle est là. Les gens se sont sacrifiés pour un régime pendant 4 ans. Mais comme il y a la victoire et qu'il y a une tradition politique différente, il va y avoir des immenses grèves, des très gros mouvements d'engagement dans le syndicalisme, la CGT et tout, mais ça ne va pas aboutir à une déstabilisation massive. Donc c'est toute l'Europe qui est en ébullition à l'époque, sauf les Anglais, mais bon, Anglais, révolution, fin de la blague. Sauf en 1688, ceux qui l'ont inventé, mais depuis, voilà, ils ont arrêté. On s'est arrêté, on a inventé le truc et on vous laisse le faire maintenant. Moi, j'avais une question aussi sur, tu en parlais, puisque quand même les spartakistes vont faire cette révolution et ils vont rentrer dans le système parlementaire après. Comment est-ce qu'on fait cette mue entre révolutionnaires et de rentrer dans le système finalement derrière? Alors, les spartakistes, non. Les spartakistes, ils vont faire la mue d'être tués. Voilà, c'est ça qu'ils vont faire. Okay. Hugo Haase, en fait, j'étais triste, je savais qu'il y en avait plein qui s'étaient fait flinguer, mais Hugo Haase, qui est un type incroyable, c'est, bref, niche. C'est en fait, le 4 août 1914, quand le SPD décide de voter les crédits de guerre, ils sont donc 92. Il y en a 14 qui ne veulent pas y aller, dont Hugo Haase. Mais comme il respecte la discipline du parti, c'est lui qui est obligé d'aller lire au Reichstag une déclaration contre laquelle il est complètement opposé et il pleure au Reichstag. Bref, mec incroyable, il est assassiné par un militant nationaliste sur les marches du Reichstag en mars 1919. Donc lui, je ne savais même pas qu'il s'était fait flinguer. Les spartakistes, ils meurent. Hein. Il n'y a plus de spartakistes derrière. Les communistes et les autres, les socialistes, qu'est-ce qu'ils font? En fait, les socialistes, ils ont déjà entamé ce travail-là. En fait, aux élections du Reichstag de 1912, avant la guerre, le Parti socialiste il est déjà très très haut. Ils sont déjà habitués à être parlementaires. Donc eux, ils vont plutôt essayer de mettre en place une république avec des avancées sociales massives. On en rigole aujourd'hui, mais quand tu le remets dans le contexte de l'Europe de l'époque, c'est une dinguerie. La journée de 8 heures est négociée en 20 minutes. Aussi parce que les ouvriers ont des fusils, je le rappelle. C'est le 15 novembre. Non mais
Le 15 novembre 1918, vous avez le plus grand responsable des syndicats de l'époque, qui s'appelle Karl Legen, qui négocie avec le Bolloré de l'époque, qui est le dirigeant des syndicats du MEDEF, et il s'appelle Hugo Stinnes. C'est pas un rigolo. Stinnes lui dit on veut pas lâcher l'argent, et Legen, je paraphrase, hein, j'ai pas lu le truc dans le détail, et Legen lui dit on a des fusils. D'accord. Donc la journée de 8 heures, la cogestion des entreprises, c'est réglé en une journée. Enfin, même pas en une journée, c'est les accords Stinnes-Legen. Donc c'est très très vite négocié. Et en fait, les socialistes, ils savent ce qu'ils vont faire, et pendant toute la République, ils vont mettre en place des décisions ultra avancées sur la protection de l'enfance. Alors je vous passe les détails. Les débats du Reichstag, vous pouvez les lire en ligne en gothique directement sur le site reichstagsprotokoll.de. Ça fait 36 000 pages. Que des pépites. Que du je les ai banger. toutes lues. C'est incroyable. Ah oui, oh, quel plaisir. Non, mais quand il faut lire les débats de l'assurance chômage sur 77 pages du même mec qui parle pour dire qu'il veut 0,1% et pas 0,5%, bon voilà, on s'ennuie parfois. Mais eux, ils font ça. Les communistes, eux, parce que c'est eux le sujet, le reste des spartakistes, je rentre pas dans les détails, les communistes de Brême et tout, ils vont faire le KPD, le Parti communiste d'Allemagne. Eux, ils veulent la révolution, ils veulent le Comintern, ils ont l'espoir que Lénine va faire le job. Et vous savez ce qui se passe avec Lénine, c'est la guerre civile, c'est le communisme de guerre. Ils mettent jusqu'à 1922 pour faire ce que disait Zumpf, la guerre coloniale, de reconquête et tout. Donc l'Allemagne, ils sont tout seuls. Les communistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient encore à la révolution, ils tentent le coup, ce qu'on appelle les actions de mars 1921. Ils tentent le coup en octobre 23, l'hyperinflation. Les communistes de Hambourg tentent la première guérilla urbaine gilet jaunes, un truc incroyable. Non mais, ils attaquent des toits et des souterrains. C'est les inventeurs de la guérilla urbaine. Les mecs qui sont à Hambourg, ils balancent des caillasses sur les policiers et tout. Sauf qu'ils se font tricard parce qu'ils ont mal géré la communication. Donc Radek, qui est l'envoyé du Comintern, passe mal l'info, ça foire complètement. Et en fait, à partir de 23, quand ils sont tous en prison réprimés, ils font ce qu'ont fait le SPD 30 ans avant. Ils font la révolution, mais on va quand même bosser avec vous. Ouais, okay. Et donc, après, ils se font staliniser FISA. Le Ernst Thälmann qu'on a vu, hein, le patron du Parti communiste, voilà, un mec sympa, il va à Moscou chercher les ordres, il applique et tout. Et donc, en fait, cet idéal révolutionnaire, il se tarit dans la révolution, on va dire, active, de masse. Mais ça s'arrête. On va dire que 23, c'est la fin de la révolution pour de vrai. Il n'y a plus d'espoir réellement révolutionnaire. Très bien, merci beaucoup Nico. On va revenir un peu sur la partie historiographie, comment est-ce qu'on étudie aussi cette révolution en Allemagne, mais aussi en France. Mais avant, messieurs, dames, je vous propose qu'on fasse un petit jeu tous ensemble et vous allez jouer un petit peu. Puisque tu adores le rap, tu adores les révolutions, je te propose de faire révolutionnaire ou rappeur. Mais c'est eux qui vont jouer. Non, ça j'avais vraiment peur. Je te dis pas comment j'ai préparé la conf depuis ce matin. Genre, je vous mets pas la playlist. Révolutionnaire ou rappeur? Mesdames et messieurs, si vous pensez que c'est révolutionnaire, je vous demanderai, vous leverez la main. Si vous pensez que c'est des rappeurs, à ce moment-là, et moi je vous aide, parce que là-dessus je vais vous aider. Ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Kerry James. Tu remixes le dernier MC, pardon. On peut faire un premier test, vous allez voir, c'est très simple. La vie est moche, mais les souvenirs lui donnent du charme. Est-ce que selon vous, c'est révolutionnaire? Vous pouvez lever la main si vous pensez que c'est révolutionnaire. Est-ce que vous pensez que c'est un rappeur qui l'a dit? Vous pouvez lever la main si vous pensez que c'est un rappeur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico? Mais tu m'as déjà tellement piégé la dernière fois, j'ai plus confiance. Donc non, moi je dis rappeur. Mais lequel, je sais pas. C'est Rof, bien sûr, évidemment, dans le son souvenir. On aurait adoré que ce soit révolutionnaire. Je dis pas ce que je pense, je dis rien. Nouvelle punchline. Si tu trembles d'indignation à chaque injustice, alors tu es un de mes camarades. Révolutionnaire. Révolutionnaire? Et alors ça peut être n'importe quel random révolutionnaire du 20e, 19e. J'ai pris Che Guevara. Zapata. T'as pris quoi? C'est Che Guevara. Voilà. Mes voilà. amis de L1, de L2, de L3. Chronologie. 1959, hein, la prise de Cuba. Bien sûr. J'ai pris tous les révolutionnaires. Hein. On croise. Ok, il fallait croise. le dire. Le pape, combien de divisions? C'est apocryphe. Ah, c'est vrai. Ah, c'est fou. Oui. Révolutionnaire? Oh, je suis d'accord avec rien. Je suis d'accord. Rappeur? Ah, on sent que l'audience est tiraillée. La punchline est hardcore, mais c'est Staline, donc déjà c'est pas un révolutionnaire. C'est une très bonne réponse. Oh là là, il est fort, il est très fort. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. C'est ton métier, quoi. C'est ton travail. Le bail incroyablement Bresson. Pourquoi tu connais des citations de Staline? Qui dit pape, le pape, combien de divisions? Il y en a d'autres de Staline. Staline était un assez bon punchliner. C'est vrai. Pas autant que Churchill, mais.
Autre punchline, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes. Al Capone. J'ai... Oh, wow, wow. Non, je m'arrête là. Révolutionnaire, on lève la main si on pense que c'est révolutionnaire. Rappeur, est-ce qu'on pense que c'est rappeur? Ah, ça c'est rappeur. C'est une très bonne réponse, bravo. C'est Kenny Arcana, tout à fait. C'est une excellente réponse. Autre proposition. Je regarde un petit peu, il y en a pris tellement. On a Je pris peux des chanter hein, si super. tu veux. Non, t'inquiète. En vrai, ça ira. On va se passer de ça. C'est super gentil. C'est vraiment génial. Autre citation, les idées sont plus puissantes que les armes. Nous ne laisserons pas nos ennemis avoir des armes. Pourquoi les laisserions-nous avoir des idées? Alors ça, c'est pas un membre du SPD, hein, on peut se le dire. Révolutionnaire? Qui a dit Harris? Riska. Oh, Riska, ça aurait été énorme. C'est une très bonne réponse de votre part. J'annule le RDV. Il s'agit une nouvelle fois de ce bon vieux Joseph Staline, bien sûr. Autre citation, rappeur ou révolutionnaire. J'ai confiance comme en Desert Eagle et en Zizou dans les arrêts de jeu. Eli Yaffa est né dans le 9 de I il y a quelques années. Pardon. Rappeur? Vous êtes très fort, bravo. C'est une excellente réponse. Bravo à toutes et à tous. Autre citation. En même temps, un featuring tellement révolutionnaire. Franchement, ce feat a plié le game, pardon, pour ceux qui savent. Quel feat. Autre citation révolutionnaire ou rappeur. Une meute d'âne menée par un lion est supérieure à une meute de lions menée par un âne. Là, j'ai pas compris. Il est trop tard. Révolutionnaire. C'est Mao? Est-ce qu'on pense que c'est révolutionnaire? Ce n'est pas Mao, c'est pas loin, c'est George Washington. dont Virginie Adan nous a prouvé qu'il était chiant moral. Je cite le live de mardi que j'ai dégusté. Évidemment, la dernière, voilà, je vous la donne. Rappeur ou révolutionnaire, ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille? Révolutionnaire? Bravo, bravo de la tenter. Rappeur? Bravo, bravo à tous. En tout cas, vous avez été bien meilleurs que Strasbourg et vous pouvez vous applaudir pour ça. Sublime. Strasbourg, et j'embrasse les Strasbourgeois qui étaient là lundi, ont été absolument nuls sur ce jeu. Après, c'est vrai que les punchlines, parce qu'on a fait que des punchlines de révolutionnaires soviétiques, et niveau punchline, ça allait terrible. Lénine, Trotsky, c'était quand même très Lénine, il punchlinait bien comme il faut, quand même. Ouais, clairement. Mais alors, revenons à notre sujet. Évidemment, bravo à vous, vous avez été super. En tout cas, vous avez réussi à être bien meilleur que Strasbourg, justement. Pour revenir sur cette révolution, moi, j'ai été un petit peu surpris parce que, pas de cacher, c'était quand même difficile. C'est un sujet que j'ai vraiment découvert quand on s'est dit qu'on allait le faire. Les sources sont peu nombreuses. Mais du coup, j'ai appris que c'était quand même passé aussi une révolution en Bavière. Il s'est passé aussi, alors la Bavière quand même, Uva quand même, qui va être le berceau aussi d'autres idées 20 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe en Bavière Qu'est-ce qui se passe aussi en Bavière à ce moment-là quand même? La Bavière, c'est compliqué parce que, alors, j'ai bien aimé quand tu as dit une séance découverte, ce qui veut dire une révolution allemande. Les gens aiment vraiment beaucoup souffrir. Tu vois, c'est ça, exactement. Et là, maintenant, on est là, Bavière, donc vraiment la souffrance est au maximum. L'Allemagne à l'époque compte 2 tiers de protestants et 1 tiers de catholiques qui sont globalement répartis au sud dans 2 royaumes, le royaume de Bavière et le Bade-Württemberg. Et la Bavière est très conservatrice. Mais en fait, ce qui est compliqué à comprendre, c'est un royaume à part entière. C'est le royaume de Bavière avec une dynastie à part entière qui se casse la figure en 3 jours avant Berlin, le 7 novembre. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Bavière d'abord? Et en fait, il faut bien se rendre compte que d'abord, comme partout en Allemagne, vous avez énormément de soldats qui reviennent de la guerre, qui désertent aussi, hein, pas autant que l'armée russe, mais quand même. Et puis, vous avez les usines Krupp. Krupp, c'est vos cafetières actuelles quand vous avez de l'argent, c'est-à-dire pas quand vous êtes étudiant. Et après, peut-être, je vous le souhaite, et c'est les usines d'armement. Et en fait, il y a 6000 ouvriers des usines Krupp qui viennent de partout en Allemagne et qui sont très, très syndiqués autour du SPD. Donc, il y a des forces militantes. Mais en fait, là, on arrive à des choses où c'est beaucoup d'aléas. Beaucoup d'aléas. Le SPD local est très à droite. Le représentant du SPD local, il est faible et il s'appelle Kurt Eisner. Pour l'extrême droite de l'époque, il a toutes les qualités. Il est juif, il est né en Galicie. Donc vraiment là, antisémitisme à fond. Parce que ne pas oublier que tous les gens qui sont en train de perdre la révolution en Russie,
et qui perdent, ils arrivent en Allemagne en leur disant les bolcheviks sont tous juifs, ils vont tuer vos familles et manger vos enfants. Hein. Donc les gens ont peur. Mais vraiment, c'est ce qui se passe. En fait, vous avez ce qu'on appelle les Russes blancs. C'est pas du tout les Biélorusses. Vous savez que peut-être que la révolution en Russie, c'est les blancs contre les rouges, les bolcheviks contre l'ancien régime. Les Russes blancs, ils débarquent partout en Europe en disant on a vu ce qui s'est passé. Et désolé de vous le dire, Trotsky, on l'a cité, qui dit que toute personne qui va déserter l'armée rouge prend une balle dans la nuque. C'est pas une publicité incroyable pour la révolution. Bon, voilà. Les types arrivent en Allemagne, ils racontent ça, tout le monde converge en Bavière, et en fait, moi je vois toujours la révolution comme un coup de balancier. En fait, si tu veux, ça part à l'extrême gauche, ça part à l'extrême droite, et ben en Bavière, l'extrême droite est là, les corps francs, on n'en a pas encore parlé, mais c'est des unités paramilitaires qui sont assez compliquées à expliquer. C'est soit des bataillons qui ont refusé de rendre les armes, soit des gens que la République elle-même, Scheidemann, Ebert et compagnie, Noske, vont convoquer pour réprimer les révolutionnaires. Et en Bavière, ils sont très nombreux. Il se trouve que dans ces corps francs et dans ces unités militaires, il y a un type qui s'appelle Adolf Hitler. Mais à l'époque, c'est personne. On s'en fiche de lui. Il compte pas. Il apparaît plus tard, on va dire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça commence à faire ça. Et en fait, en Bavière, à la surprise générale, les forces de gauche prennent le pouvoir. Kurt Eisner déclare la République soviétique de Bavière. Elle ne va pas durer longtemps. Elle est réprimée dans le sang. Kurt Eisner est tué, assassiné par un militant nationaliste de 23 ans, si je ne m'abuse, qui s'appelle Anton Graf Arco von Aufwallet. Donc il l'assassine. Mais dans ce moment-là, en fait, c'est des moments, voilà, là on rentre dans le fait de la violence. L'armée rouge bavaroise, communiste, hein, elle a par exemple, c'est un moment qui est fondateur pour le nazisme, ils ont des otages du camp d'en face, de l'extrême droite, et en fait ils les abattent de balles dans la tête le 30 avril 1919 dans un lycée qui s'appelle le lycée Luitpold de Munich. Et ça, c'est un traumatisme pour toute l'extrême droite de Bavière, notamment la société Thulé, qui est un peu le début du parti nazi. Et donc tout ça, alors chez les nazis, c'est regarder les assassins communistes, ce qui est vrai, hein, ils ont assassiné des gens, mais il faut voir qu'en face, encore une fois, c'est des centaines, 200, 400, 500 morts. Et la Bavière, c'est ce bouillon de culture. Ce qui est important pour la suite, c'est qu'en fait, une fois que la révolution des conseils de Eisner est réprimée, ça devient l'aimant au FAF. C'est-à-dire que toute l'extrême droite converge vers la Bavière. Et là, ça explique mieux pourquoi ensuite le parti nazi peut, mais pas que lui, hein, tout le monde, les partis d'extrême droite peuvent commencer à grandir dans cette Bavière réactionnaire, qui se construit comme une anti-Berlin. Hein. Pour le coup, là, la révolution a été écrasée et ça devient la Bavière telle qu'on se l'imagine, l'Oktoberfest. Voilà. Bien sûr, les tenues douteuses, tout ça, bien sûr. Il y a des questions dans le chat, enfin dans le public, pardon, qui sont très intéressantes. On y reviendra juste après. Moi, j'avais une petite question à te poser aussi là-dessus. C'était sur à quel point est-ce que la séquence de 1919, tu en as un petit peu parlé, un petit peu avec le nazisme, avec certains épisodes de violence qui vont marquer durablement l'imaginaire d'extrême droite également. À quel point est-ce que cet événement de 1919 va marquer les événements de 1920-1930? À quel point est-ce que ce moment-là va être on va dire, réexpliqué, réinvoqué dans les débats à Weimar et dans des discours politiques, à gauche comme à droite? Alors, le problème que pose ta question, c'est que, alors on a commencé en disant prosopographie, on va quasiment, bon, on n'est pas, c'est pas la fin, mais en parlant de téléologie. Pendant très longtemps, comme dans toute l'histoire allemande, quand on fait de l'histoire allemande, on écrit toute l'histoire d'avant 1933 en fonction de 1933, en essayant de voir pourquoi Bismarck mène à Hitler, pourquoi Luther mène à Hitler, pourquoi Tartampion mène à Hitler, pourquoi Arminius mène à Hitler. Alors, c'est ce qu'on appelle le Sonderweg, le chemin particulier de l'Allemagne. Et la révolution allemande, pendant très longtemps, n'a pas échappé à ça. Donc en fait, les gens essayaient de dire, mais en fait, s'ils n'ont pas fait ça, et ça a mené à Hitler, et s'ils ont fait ça. Sauf qu'en fait, moi, je dis toujours la même chose. En 1928, les nazis, aux élections législatives, ils font 2,6%. Si je vous dis que vous me pardonnez pour ce que je vais dire, si je vous dis que l'année prochaine, on a au choix EELV, Debout la France ou Philippe fucking Poutou président, alors je sais que peut-être par amour bordelais, vous avez une préférence, mais vous allez me dire, ouais, chaud, Dupont-Aignan président, ça va pas le faire, 2,6%. Bah, à l'époque, pour les gens, la révolution allemande, c'est pas ceux qui mènent à 1933, c'est la révolution allemande. Donc ça, il faut vraiment le mettre. La téléologie, c'est quand on projette ce qu'on sait des événements d'après sur un événement. Et en Allemagne, c'est massif. Alors maintenant, quand on restitue l'événement dans ce qu'il est lui-même, bah, en fait, évidemment que ça va avoir une influence énorme. Pensez à la Révolution française. Alors là, je le dis un petit peu, je pense à Jean Numa, qui est un grand spécialiste de la Révolution française. Je vous le dis, en 1900, en Europe, tout le monde sait
ce que c'est que la Révolution française, partout. Ils savent qui est Danton, ils savent qui est Robespierre, ils savent ce qui se passe le 10 août 1792. C'est le fond commun. Et tout ce que je viens de vous dire sur révolution bourgeoise, révolution marxiste, tout le monde l'a aussi. Ils ont vécu 1848, ça se raconte dans les familles. Et vous imaginez, à 100 ans d'écart, Lénine à Saint-Pétersbourg, il a un petit carnet où il note les jours pour savoir s'il va dépasser la Commune de Paris de 1871. Donc vous voyez, tout le monde a ça comme fond commun. Donc c'est une manière de te répondre par l'absurde. Vous imaginez bien que sous Weimar, tout le monde a le logiciel. Et notamment, alors ça, c'est une évidence, je le dis parce que quand même, pour répondre un peu au sujet chaud de nos régions, bah, les communistes et les socialistes, vous croyez vraiment quand Hitler arrive en phase 2, ils vont s'unir? Vous croyez vraiment que ça va se passer? Tu te rappelles quand tu as assassiné mon meilleur ami? Yes. Incroyable ce move, j'ai adoré. Devenons potes. Donc, là, je le mime, mais vous imaginez bien que les militants du Parti communiste et du Parti socialiste, à eux, je ne vais pas faire une référence à PNL, mais vous l'aurez, à eux deux, ils prennent le fascisme, je m'arrête là. Bon, ils auraient pu le faire, mais ça, c'est de l'histoire contrefactuelle. Ils se détestaient. Le Parti socialiste, Gustav Noske, le type qui a géré la répression, il était appelé le chien rouge. Ils savaient très bien qu'ils avaient assassiné Rosa et Karl et Rosa, etc. Donc évidemment, cette révolution, elle laisse une hypothèque, un problème, une faiblesse dans le Front populaire. Alors qu'en France, bon, vous le savez peut-être, 6 février 1934, tout ce que la France compte de personnes sympathiques qui veulent renverser la République défile. Ben, quelques jours plus tard, des gens qui ne s'aiment pas du tout, le Parti communiste français, la SFIO et les radicaux s'unissent pour faire le Front populaire. En Allemagne, ce n'était pas possible. Donc, un peu par logique contrefactuelle, la Révolution, elle grève la possibilité d'un Front populaire allemand. Mais elle a laissé beaucoup plus que ça. Elle a laissé un legs de... Alors, ça, c'est de l'historiographie très récente. C'est un type qui s'appelle Mark Jones. Ce n'est pas traduit en français. La manière dont ils ont réprimé la Révolution a lancé un message simple à toute la bourgeoisie allemande. Et là, ce n'est pas des marxistes qui écrivent ça. Hein. Vous pouvez taper sur les gens. Et c'est 1000 morts dans la répression de la Révolution, etc. La bourgeoisie allemande, elle sait que si le communisme veut s'agiter, ils envoient la police et l'armée, c'est réglé. Et donc, c'est un historien qui s'appelle Bernd Weibrodt qui a écrit ça. Il dit en fait, la Révolution a montré, il y a une sorte de pacte du début de la Révolution qui dit c'est OK. Tirer sur les classes populaires, c'est OK quand il y a besoin. Et ça, évidemment, c'est un leg de violence. C'est, voilà, je ne me rappelle plus du titre de Mark Jones, c'est Founding Weimar. Fonder Weimar dans la violence. Et en fait, il y a ce leg de violence qui autorise ensuite, à la fin, quand ça recommence à un peu être tendax avec la crise de 29, ça autorise tout. Et ça, c'est très grave. Il y a une question très intéressante qui est posée dans la salle par monsieur qui s'appelle SM, et on l'embrasse bien sûr. Dans vos travaux, notamment sur Krüger, on voit l'importance de la guerre 14-18 et du refus de la défaite. Est-ce que certains anciens combattants allemands ont vécu 1918 non comme la fin de la guerre, mais comme le début d'une autre guerre politique, cette fois, et pour déstabiliser la République naissance, celle de Weimar, donc qui arrive juste après la Révolution? Alors là, on est face à une question d'histoire qui est compliquée. Et c'est normal que vous posiez ces questions-là. Nous, on est spécialistes, on écrit des thèses que personne ne lit. Enfin bon, bref, voilà quoi. La guerre, ça a fait quoi? Et en fait, moi, quand j'ai commencé ma thèse en 1962, je me disais, la guerre, j'ai une belle crème de jour. La guerre, ça fait l'extrême droite. C'est évident. Alors, c'est une théorie qu'on appelle la brutalisation. C'est un historien qui s'appelle George Moss qui disait, la guerre, ça rend violent. Quand vous payez 4 ans de tranchées, 15% de morts, Apollinaire, hop, le cerveau, il est parti par là, etc. Ça fait pas, c'est pas joli. Je pense à l'Ukraine actuelle, en fait. Hein. On est à 500 000 morts. 500 000 morts sur l'Ukraine actuelle. C'est pas joli. Et moi, je me disais, et c'est la théorie de Moss, c'est la guerre donne le fascisme. En fait, il appelle ça la brutalisation, je cite dans le texte, la continuation en temps de paix des attitudes agressives de la guerre. Mais en fait, la guerre, ça fait aussi l'extrême gauche. La guerre, ça fait 1917. La guerre, ça fait la révolution de 1918. C'est-à-dire qu'en fait, il faut penser la guerre comme un effet de radicalisation massif du champ politique. Alors, ça, c'est pour la politique. Mais en revanche, quand on se fonde chez les personnes, là, et c'est un peu dur à accepter, et y compris à l'époque, ça fait tout. Ça fait du deuil. La guerre, ce n'est pas des chiffres. Hein. L'Allemagne, c'est 2 millions de morts. Ça veut dire que dans chaque famille, ils ont perdu un fils, un frère, un père. Et c'est un moment qui est énorme. Et ça, c'est spécifique à 14-18. C'est l'historien Stéphane Audouin Rousseau qui a bien montré ça. On l'a approché à 1%, de 1%, de 1% au moment du Covid. C'est-à-dire quand on voit mourir des gens qu'on ne devrait pas voir mourir. Des gens jeunes notamment. 14-18, c'est qui part? Elle est moche cette phrase. Depuis 2000 ans, c'est les vieux qui partent. Et là, c'est les jeunes qui partent. On enterre des gens de 18 ans, de 17 ans, de 20 ans. Vous imaginez bien que toute l'Europe de l'époque est traumatisée par ça. Et donc en Allemagne, vous avez en même temps énorme création de l'extrême droite. Je vous donne un chiffre. Hein. 80% des nazis ont fait la Première Guerre mondiale. 80% des députés nazis ont fait la Première Guerre mondiale. Donc là, on se dit, ouais,
14-18 a créé les nazis. Ben non, au SPD, il y a 70% des gens qui ont fait la Première Guerre mondiale aussi, sauf qu'eux, ils sortent de la guerre en étant pacifistes, antimilitaristes, ni Wiederkrieg, plus jamais la guerre, la der des der. Et c'est là où ça devient un peu bizarre, cette révolution, en essayant de te répondre de manière un peu plus précise. La révolution, la défaite et les traités de paix, ça a été le début de l'extrême droite, d'une extrême droite radicale. On ne peut pas comprendre le nazisme sans ça. Ils ont été traumatisés. Ils perdent leur pays, il y a le traité de Versailles, etc. Je suis désolé, à l'extrême gauche, il y en a, c'est su, c'est pas dit à l'époque, c'est peu dit à l'époque. Ils sont contents. Ils sont contents que l'Allemagne ait perdu la guerre. Ils sont contents que leur propre pays ait perdu la guerre. Parce qu'ils disent c'est bon, on est débarrassé de la guerre, on est débarrassé du Kaiser, on va pouvoir reconstruire une nouvelle Allemagne. Donc vous voyez, c'est jamais unilatéral. Ils sont pas nombreux à avoir applaudi. Hein. Les mecs qui ont applaudi, je vous dis pas ce qu'ils ont pris. Hein. Il y a un type, Eisner, dont j'ai parlé, il déclassifie tous les documents officiels des diplomates qui montrent que c'est l'Allemagne qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Voilà, assassiné quelques semaines plus tard. Mais on ne peut pas généraliser. La guerre, ça a en même temps produit le nazisme, l'extrême droite ultranationaliste, mais ça a aussi produit du pacifisme, de l'antimilitarisme, du deuil, du traumatisme. Alors, je pense à un bouquin de Douin Rousseau, si on revient à du très concret, si vous avez le temps de le lire, 5 deuils de guerre, il montre une maman française, elle n'a jamais retrouvé le corps de son fils. Comment vous faites pour faire le deuil? Eh ben, elle met 15 ans, en fait, pardon. Je sais pas pourquoi ça m'a ému à l'époque. Et elle met 15 ans à accepter qu'il est mort, qu'il n'est pas quelque part, quoi. Et c'est ça, en fait, 14-18. Enfin, le livre est incroyable, donc voilà, lisez-le. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette masterclass. Merci beaucoup pour voilà, 1h15 pour nous expliquer un sujet qui est quand même très complexe, et de vous le résumer aussi, un sujet qui est parfois loin de nos connaissances historiques que l'on a au lycée, un peu loin. Un euphémisme, un tout petit peu loin. Écoutez, comme on l'a promis, on a 15 minutes pour répondre à vos questions, donc on va faire circuler un micro. Si vous avez des questions, des interrogations, que vous voulez des précisions, n'hésitez pas, levez la main pour qu'on puisse eh bien justement échanger, si vous voulez des précisions ou quoi que ce soit d'autre. On attend les nerds trotskistes. Oui, mais Friedrich Ebert, quand il dit ça le 9 novembre à 13h30, je suis désolé, mais vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit d'avoir rien compris à ce que j'ai raconté, d'avoir des questions super générales, n'hésitez pas. Bien sûr. C'est vraiment pas, c'est pas un truc qui est enseigné, il y a très peu de livres, donc c'est normal que vous ayez pas, vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Ah, parfait, c'est bon. Ouais, je sais pas si on entend. Ah oui, ok. C'est une question par rapport à quelque chose que j'avais entendu d'une tentative de révolution en Alsace au sortir de la Première Guerre mondiale. Est-ce que ça découle de ça? Est-ce que ça découle de la révolution allemande? Parce que du coup, est-ce que le sort de l'Alsace était déjà réglé à ce moment-là? Est-ce qu'elle était déjà revenue dans le giron français ou est-ce qu'elle est toujours allemande et du coup elle a été impactée par cette révolution? Oh, le drapeau rouge sur la cathédrale de Strasbourg. Le multivers, révolution alsacienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Zoomf en a parlé. En fait, l'Alsace à l'époque, désolé, alors elle n'est pas allemande au sens propre parce qu'en fait, c'est un pays très clivé et du coup, il y a un vrai problème pour les Alsaciens, c'est qu'en 14, ils ne savent pas de quel côté se battre. Vous imaginez la Pologne, hein. Voilà. Les Polonais dont le pays a disparu en 1795, on va se battre chez qui? Bon, Empire russe, Empire austro-hongrois, Empire allemand, on va faire les trois, ils font une légion polonaise. Bon, pour les Alsaciens, c'est un peu ça. La fin de la guerre est très troublée. Et donc, comme ils sont dans l'Empire allemand, il y a effectivement une tentative révolutionnaire, une commune de Strasbourg et le drapeau rouge qui flotte 7 minutes. Je ne sais plus combien il a dit. Il a flotté, d'accord. Ils l'ont monté, il y a un mec qui a tiré dessus avec une Flammenkuche et paf. Voilà, c'est... J'aime l'Alsace. J'ai essayé de le dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a une question juste ici. Pour je peux amener le micro. Pour mes vrais 19e-istes, si vous aimez bien la commune de Paris, 1871, 18 mars-mai, il y a eu une commune de Bordeaux. Hein. Ouais. Alain Juppé. Enfin, non, pas. Il y était. Il y était à la commune de Bordeaux. Wow. On m'entend? Oui. Déjà, merci pour cette conférence ô combien intéressante. Moi, j'avais une question de nerd sur l'historiographie. Parce qu'on en a un petit peu évoqué un peu et là, ici et là, quelle est la place de l'historiographie, quelle est la place de cette séquence révolutionnaire dans l'historiographie française actuelle? On parle à la personne qui est admissible à l'agrégation cette année à Bordeaux. Papa.
Maximum de flex. On pense à vous, Alice. On vous donne le pouvoir, on vous donne de l'énergie. On croise les doigts pour vous. Honnêtement, j'essaye de ne pas être un peu énervé, enfin pas énervé, mais au sens d'avoir des mots trop durs. Elle est inexistante. Des livres en français, en fait, c'est très simple. Si vous voulez lire en français sur cette question-là, vous avez Pierre Brouet, comme ça. Pierre Brouet, c'est trotskiste, c'est le truc qui dit les sociodémocrates, ils ont trahi la révolution, c'est pas bien. Alors, il aurait fallu un parti marxiste-léniniste, gna 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 et tout. Alors, d'ailleurs, il y a une chanson d'un révolutionnaire qui s'appelle Ernst Busch, qui s'appelle en allemand Pourquoi nous avons besoin d'un parti marxiste-léniniste pour gagner la révolution. Elle s'appelle vraiment comme ça. J'ai hésité à la mettre en début, je me suis dit, je vais pas leur En faire musique ça. d'entrée, ça aurait été super. La musique est incroyable. Pourquoi nous avons besoin d'un parti marxiste-léniniste. Enfin bon, c'est un peu ça. Il s'appelle Ernst Busch. Et donc, c'est vraiment il est bien son bouquin, mais c'est vraiment très guerre froide. Et c'est des débats. Là, j'ai relu ça tout à l'heure et tout. C'est pareil. Chris Harman, j'adore, il est fort, mais c'est La Fabrique Édition. J'adore La Fabrique Édition. C'est très marqué à gauche. Première phrase, Friedrich Ebert, c'est traître, ce François Hollande de l'époque. Non, mec, il dit pas ça vraiment, mais voyez. Donc vous êtes sur une historiographie très clivée. Là, tout ça, c'est de l'allemand. Vous avez des livres en anglais qui sont intéressants. Celui-là, il a été traduit en français, Ralph Hofrog. Mais si vous voulez vraiment lire un truc pour être beaucoup plus simple, effectivement, Jean Numa, grand spécialiste de Marx au 19e et spécialiste de l'Autriche. Et c'est un livre à Armand Collin qui est technique, mais qui est assez accessible. Et lui, il fait un peu le bilan. Mais aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il y a peu de spécialistes de l'Allemagne en France en général. On a des camarades germanistes, on a Hélène Camarade ici, etc. Mais en fait, ce n'est pas une séquence qui s'insère dans l'historiographie française de manière massive. Donc il y a très peu de choses. Et alors, de temps en temps, on reçoit quand même des gens qui ont envie de faire un doctorat, ça bouge pas mal. Mais bon, voilà, je suis très content que vous soyez là aujourd'hui. Je remercie Rivenzi, mais la révolution allemande, ça restera quand même un sujet assez niche par rapport à la révolution russe, etc. Même si les soviétologues en tant que tels, le crew des soviétologues aujourd'hui, des gens qui sont spécialistes de tout ça, ils ne sont pas nombreux. Hein. Il y avait Nicolas Werth, le vrai goat, celui qui plane au-dessus de nous, etc. Le mec le plus fort, enfin, il a déblayé énormément. Et la jeune génération, vous avez vous avez Zoomf, mais voilà, on n'est pas nombreux pour couvrir cette demande sociale-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il y a en haut à droite. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, merci, un grand merci à Nicolas Patin pour cette conférence et puis surtout pour avoir pré-shot ma question. Très bien joué. En parlant de phrases apocryphes, est-ce que c'est vrai que Friedrich Ebert déclare « Je hais le parlementarisme comme la peste » ou est-ce que c'est une légende? Je hais le parlementarisme comme la peste? Oui. Non, il déclare l'inverse. Il dit je hais la révolution sociale. Alors, il le dit à un moment très précis. Le problème, c'est que la source qu'on a pour ça, alors là, vous me posez une question précise, je vous réponds précisément. La citation de Ebert, il dit, pour garantir aussi la stabilité de la révolution, il dit « Je hais toute forme de révolution sociale ». Et il le dit, il dit que j'aime comme la peste, mais j'essaie de me souvenir de l'allemand original, et c'est pas la peste, c'est autre chose, mais c'est pas loin. Et en fait, le problème, c'est que cette phrase, c'est probable qu'il l'ait dite parce qu'ensuite, par exemple, quand Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont assassinés, les mecs, ils sont contents. Hein. Scheidemann, il dit c'est bon, on a réglé leurs problèmes. Ils avaient déclenché la violence, c'est leur problème, ils retournent la violence. Donc c'est probable. Le problème, c'est que la seule source qu'on a pour cette déclaration-là, c'est Waldemar Pabst, un chef de corps franc, qui est le responsable de la mort de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, qui s'en vante dans ses mémoires. Donc c'est peut-être romancé. Donc la citation en tant que telle, elle est peut-être pas vraie, mais comme un très grand nombre de citations en général. Hein. Voilà, Lénine, il y a plein de citations apocryphes. Le fascisme, c'est le capitalisme qui se défend. On retrouve nulle part. C'est chouette, c'est beau, mais on ne trouve pas la source. Il n'y a que Churchill, parce que lui, vraiment, il n'y a pas de problème, il a tout écrit, c'est chouette. Mais du coup, on sait qu'il aurait pu le dire. Et effectivement, Ebert ne peut pas... Là, il faut que ma phrase soit très précise, parce que sinon, je justifie moralement l'action de Ebert. Ebert, dans les marges de manœuvre qu'il avait, ne voulait pas d'une révolution sociale bolchevique. Il avait peur de ça, parce qu'il avait peur des Russes. Hein. La social-démocratie avait peur de l'État russe autocratique. Et donc, évidemment, il est une force, il freine la révolution. Donc, c'est totalement probable qu'il ait dit quelque chose comme ça. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne peux que donner à mon camarade brestois avec ce superbe maillot une question, bien sûr. Ceci dit, il est totalement adapté à Bordeaux puisqu'il a un short. Ça fait 11 ans que j'habite à Bordeaux, je suis toujours fasciné. Mois d'octobre, novembre, Bordeaux, paf, short. Génial, on y va.
Du coup, bonsoir et merci à vous pour cette masterclass. J'avais juste une question qui est peut-être Cette masterclass, il a dit. Bien entendu. Masterclass. C'est pas ça qu'on dit. Si, très bien. c'est Non, masterclass. j'avais une curiosité peut-être sur une ouverture. Est-ce que cette révolution de 1919 a encore des répercussions aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des événements, des textes de loi, etc., qui ont été acceptés à l'époque, qui sont encore actifs aujourd'hui ou qui sont encore discutés? Retiens-toi, Nico, retiens-toi. Non, mais en fait, il faut pas être dans mon cerveau en général, et particulièrement là. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, l'histoire allemande, à la différence un peu de la nôtre, elle est au XXe siècle extrêmement violente, extrêmement. C'est l'image qui me vient, elle est complètement à côté de la plaque, mais c'est Frankenstein en fait. C'est le corps de l'histoire allemande au XXe siècle. Elle est recousue 10 fois. 1918, 1933, 1945, la division allemande par le mur, 1989. Alors vous voyez, du coup, en fait, il y a des strates mémorielles qui sont extrêmement lourdes et extrêmement compliquées et qui s'enchâssent les unes dans les autres. Donc voilà, donc c'est un peu, et notamment un des gars qu'on n'a pas montré, un des mecs les plus lame, chiants de mes députés qui s'appelle Werner von Reibaben. J'ai vu sa tronche là, j'ai fait, non, il n'était pas là, mais ouais, je l'ai vu parce que j'ai révisé. Non, c'est pas possible. Il a écrit un bouquin qui s'appelle, c'est sa biographie, il s'appelle Viermal Deutschland, 4 fois l'Allemagne, parce qu'en fait, il a tellement vécu ces ruptures voilà, et beaucoup des gens qui ont traversé ces périodes-là, ils vous font des chapitres en disant Weimar, la guerre, l'Empire, la guerre, Weimar, le Troisième Reich, la RDA, la RFA et tout, et ils sont en PLS. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant très longtemps, je vous l'ai dit au tout début, la révolution allemande, c'est une révolution honteuse. Les Allemands n'arrivent pas à se dire qu'elle a abouti à autre chose qu'à la prise du pouvoir d'Hitler. Donc pendant très longtemps, on n'en parle pas. Il y a peu de bouquins, très clivés entre lecture de gauche, lecture de droite, si on veut. Et puis, il y a eu 2018. Et avec les copains allemands, avec les collègues allemands, bon, petite anecdote, on sortait du centenaire. 14-18, je travaillais à l'Institut historique allemand. Imaginez ce que ça veut dire travailler sur 14-18 quand on est français et allemand. Nous, on arrive avec 14-18, il y a les Messerschmitt, quoi, le centenaire, 2300 livres parus entre 2012 et 2018, commémoration tous les matins, Emmanuel Macron qui cite Pétain, on était bien. Fallait que je le dise quand même, pardon. Mais voilà, parce que je sais très bien qui a écrit la note de ce qu'il devait dire et pourquoi il ne l'a pas lu. Bon, voilà, mais on était dans ça. Et de côté, il y avait les Allemands, centenaire de 14-18, bruit de criquet. Mais vraiment, moi je disais toujours à mon collègue, j'ai l'impression qu'on est dans une barque mais qu'il n'y a qu'une rame. Et c'est moi la rame, tu vois, genre le centenaire. Et en fait, à notre surprise générale, déjà le centenaire 14-18 en Allemagne, il y a eu un petit truc quand même. C'est dur de commémorer une guerre qu'on est considéré comme ayant déclenché et qu'en plus on a perdu. Hein, et puis alors ce qu'on n'avait pas du tout prévu, c'est ça. C'est qu'en fait, 100 ans plus tard, les Allemands se sont, alors je ne vais pas dire réconciliés, mais ils se sont dit, on peut être fiers. On n'est pas juste un pays de nazis, on a aussi fait une vraie révolution, une révolution par en bas, une révolution sociale, etc. Et donc il y a eu tous ces livres-là qui étaient mesurés dans ce qu'ils racontaient, mais où ils se sont vendus et tout. Et ça, personne ne l'avait vu venir. On s'attendait à un centenaire de la révolution complètement atone. Alors maintenant, pour terminer, en termes de mobilisation politico-mémorielle, c'est-à-dire est-ce que les gens y pensent encore? Je suis désolé, j'aimerais vous dire autre chose, mais la réponse est non. En dehors de gens très politisés, qui connaissent très bien les gens dont je vous ai parlé, qui ont des théories sur les trotskistes, le SPD et tout. Je vous donne une anecdote horrible. À l'époque, j'habitais, 2004, j'habitais en colocation en Allemagne. Les gens habitent en colocation. J'habitais en colocation avec 2 Allemandes, une de 60 balais et l'autre de 18, je sais pas. Et on se balade dans la rue et tout. Et moi, alors évidemment, il ne faut pas tracer à Berlin avec moi, parce que je connais toutes les plaques de rue. Oh purée, c'est la rue machin truc et tout. Et on arrive à la rue Karl Liebknecht, voilà quoi. Et je lui dis, wesh meuf, regarde, rue Karl Liebknecht. Elle me dit, c'est qui? Je fais, c'est le Jean Jaurès français, allemand. Elle fait, c'est qui? Et là je fais, ok, j'arrête. Ok, je te parle plus. Et en fait, voilà quoi. C'est juste les gens, voilà, faut être humble. 2 chiffres pour terminer la salle. Les historiens universitaires représentent 12,5% des ventes de livres d'histoire. On est bien là? On est bien, voilà ça. Et la deuxième chose, un tiers des gens en RDA savaient pas, un tiers des lycéens allemands interrogés genre en 2005 sur ce qu'étaient les RDA savaient pas ce que c'était. Tranquillou, hein. Tranquillou sur le pouvoir des intellectuels, surtout des universitaires, et sur voilà, pensez à votre histoire à vous. Bon voilà, si je commence à vous agonir de date sur la Troisième République et tout, vous allez continuer à vous endormir. Mais voilà, on a des événements mobilisateurs qui restent comme des lieux de mémoire dans notre passé. J'espère pas me tromper en disant que la révolution allemande en Allemagne n'en est pas un majeur. Elle existe, mais elle n'est pas majeure.
Merci beaucoup Nicolas Patin, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Wouh! Quel boss. Tu nous as régalé. Une masterclass. Masterclass. Et qui c'est qui remplit le Matmut demain? C'est pas moi, c'est lui. Alors je le remplis pas tout seul, mais effectivement. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour tous ces éclairages. C'est vraiment passionnant pour que les gens repartent de cette salle avec peut-être quelque chose, une recommandation, quelque chose à aller écouter, que ce soit un livre, une expo, un film, une série. Rivenzi m'avait dit, est-ce que tu as des fun facts sur la Révolution allemande? J'ai frisé 15 jours. L'idée d'associer fun, Allemagne, Révolution, voilà. Regarde, si vous voulez, si vous avez kiffé Peaky Blinders, vous regardez l'équivalent allemand qui s'appelle Babylon Berlin. Tout le monde est à poil, prend plein de drogue. Il y a tous les anciens vétérans, il y a les communistes. C'est incroyable, la série a buzzé de fou en Allemagne. Babylon Berlin, c'est en DVD dans vos meilleurs vidéoclubs. Et effectivement, ça, j'ai vraiment réfléchi, j'ai mis du temps parce qu'en fait, il n'y a pas de série ou de livre un peu cool. Il y a des livres, mais pas très cool sur la Révolution allemande. Donc Babylon Berlin, je crois qu'il y a 4 saisons. Ça swing. C'est incroyable. Donc vous pouvez mater ça. Et un peu comme dans Peaky Blinders, on voit les anciens combattants traumatisés, les PTSD. Alors par contre, juste, on relativise. Dans Babylon Berlin, tout le monde est lesbienne, homosexuel, danse toute la nuit, prend de la coke et est complètement bourré. La réalité, c'est qu'en fait, la consommation d'alcool des Allemands de l'époque, même si c'était les années folles, c'est la moitié de la vôtre. Hein, c'est ça être historien, on remet les choses, on remet l'église au milieu du village. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup pour cette recommandation. On peut encore l'applaudir s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, on va vous afficher un petit QR code. On adore les QR codes. Et donc, avec un petit questionnaire de satisfaction, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé, etc. N'hésitez pas. Sachez que on se retrouvera juste en dehors de l'amphi, après, en bas des escaliers pour continuer à discuter, pour prendre quelques photos pour ceux qui le veulent, évidemment. Ce serait avec plaisir. Donc, en gros, dans le QR code, ce que je veux vous dire dans le texte pour le formulaire, dites des trucs méchants et tout à l'heure, dites-moi les trucs gentils. Des photos avec lui, hein. Genre, moi, il n'y a pas de photo. Ah, si, vraiment, si, non, si, quand pas même. du tout. Pas pour du cette tout. masterclass. Masterclass. C'est vraiment super. Masterclass. Mesdames et messieurs, c'est la fin du tour de l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir. Comme je le disais, c'était un vrai plaisir de vous avoir, que ce soit à Bordeaux, mais aussi dans les 4 autres villes dans lesquelles nous sommes allés, Strasbourg, Nantes, Lille et Paris. Évidemment, c'était un plaisir parce que le projet de ce tour de l'histoire, c'était de pouvoir donner la parole aux universitaires. Donc pour ça, je vais remercier. Vous pouvez les applaudir, les 5 universitaires, les 5 chercheurs et chercheuses qui nous ont accompagnés. Et si on a fait cet événement, c'était évidemment pour leur donner la parole, mais c'était aussi pour mettre la lumière sur le monde des universités, parce que j'ai été étudiant, j'ai fait une licence d'histoire, une licence d'histoire de l'art. Et donc, je connais le monde universitaire, je sais... À Quimper. Ah, à Quimper, et quel bonheur. Non, mais je sais à quel point ce monde universitaire est aussi merveilleux, mais je sais aussi dans quel état il est actuellement. Donc, cet événement, c'était pouvoir aussi remettre la lumière sur ce que sont les universités, des lieux qui sont ouverts, des lieux où on réfléchit. Et c'est vrai que dans les temps que l'on connaît, c'est quand même très important. Donc voilà, c'était le but. Et je termine juste en disant RPZ, UBM. Donc merci à la sécurité, merci à la dépile, à la technique, merci à la com qui nous a bien soutenus. On a senti qu'on était le main event de mai, hein, clairement. Ça a balancé. Donc merci à la fac, à UBM. C'est avec les contraintes qu'on connaît et la situation budgétaire actuelle, ils nous ont vraiment soutenus et ça fait vraiment bien plaisir. Et voilà, donc merci à eux. Merci beaucoup. Un grand merci à l'Université Bordeaux-Montaigne et aux autres universités qui nous ont accueillis d'ailleurs pendant toute cette semaine. Évidemment, ça nous donne plein d'idées pour la suite, pour refaire des événements évidemment avec des chercheurs. On continuera évidemment à faire des entretiens. Flora Carena. Donc merci beaucoup. J'aimerais aussi, s'il vous plaît, que l'on remercie les gens à la technique qui étaient là, s'il vous plaît.
Qu'on remercie Thomas qui est en haut à l'édito. Regardez, c'est celui qui a fait un bisou là. On l'applaudit s'il vous plaît très fort. Elle n'est pas avec nous ce soir, mais j'aimerais qu'on applaudisse aussi Delphine Pérézan Roudil, s'il vous plaît, qui était à l'édito aussi des différents lives. Diana Nejdi également à la production, on peut l'applaudir bien sûr. Et pour finir, les interminables remerciements, vous remercier vous et vous applaudir vous d'avoir été présent, d'avoir répondu présent. Et merci beaucoup évidemment aux gens du chat qui nous regardent. On vous embrasse bien sûr. Merci beaucoup à vous d'avoir cru au projet. On se retrouve bientôt en live sur YouTube. Oui, c'est un chat Twitch, regarde Nico. Et les gens, ils parlent en direct. T'as vu? C'est fou, hein? C'est la technologie. Ah oui, t'as pas tes lunettes, d'accord. Très bien, je te lirai tout ça. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci d'être venus. Et à très bientôt pour un prochain tour de l'histoire, on l'espère. Ciao!